comment t'expliques le fait qu'il y a des gens, des souverainistes, qui ont voté pour Carney, qui défend fondamentalement la même vision du Canada? What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, on reçoit encore une fois le politologue Christian Dufour qui s'en vient nous parler de politique. Fait que là, j'aimerais que vous gardez en tête que ce podcast-là, il est enregistré le 28 mai, OK? Fait que ça se peut que depuis ce temps-là, tu sais, il n'y a pas une mise à jour depuis qui a été faite dans le podcast, OK? Fait que gardez ça en perspective. Tu sais, dites-vous que ça se peut qu'il y a des informations qui concordent plus, là, depuis, là. Mais c'est ça. C'est à vous autres de vous abonner en Patreon. Comme ça, vous aurez pu l'avoir écouté en premier ou sinon. Mais je pense, pour être honnête, vous allez avoir quand même beaucoup de plaisir à l'écouter. En tout cas, j'espère que vous allez en avoir autant que moi j'en ai eu à l'enregistrer. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Christian Dufour d'être venu au What's Up Podcast. Mais juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste rappeler et dire encore une fois un gros merci à nos commanditaires qui sont les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci pour vrai. Si vous voulez m'encourager, si vous voulez me faire plaisir, ben allez encourager ces deux compagnies-là parce que pour vrai, ce sont deux énormes supporters du What's Up Podcast qui me permet de pouvoir continuer ce beau projet-là. Fait que si vous voulez me faire plaisir, vous voulez les remercier, ben consommez leurs produits. Puis ça va me faire énormément plaisir. Puis ça va les encourager à continuer à me supporter. Fait que c'est ça pour cette semaine. Encore une fois, si vous voulez m'encourager moi, abonnez-vous à mon Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis en plus, vous avez le droit à tous les épisodes d'avance. Ou sinon, on n'oublie pas, si vous aimez le podcast, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez un petit thumbs up sur la vidéo, ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Et ou sinon, on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Fait qu'un gros merci et ciao tout le monde, bon podcast. What's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode du What's Up Podcast. Très content de le recevoir à nouveau, politologue et auteur Christian Dufour. Un énorme merci d'être au podcast puis dans un nouveau décor, là. Oui, c'est pour ça que je suis venu. J'ai dû renouveler en fait son environnement. Je suis très content d'être là aussi. Ben oui. Puis là, justement, avant qu'on enregistre, tu me parlais à quel point tu avais aimé la première apparition que tu avais faite au WhatsApp. Fait que, ben merci beaucoup de revenir. Non, ça avait été une surprise. C'est pas que... c'est parce que je ne m'attendais pas à ça, à quel point ça a un tel impact. Pour ça, on avait parlé quand même beaucoup de sujets internationaux. Ouais. Puis ça m'avait intéressé quand même. Oui, c'est ça que tu me disais. Tu me connaissais pas pantoute. Puis là, tu avais eu des bons retours. Peu, je te connaissais un peu. Mais après que je l'ai fait, je vais te lancer des fleurs aussi. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais lui, il y a beaucoup de diffusion. Je dis, mon Dieu, heureusement, je ne le savais pas. J'aurais été impressionné. Ben, en tout cas, merci beaucoup de revenir. Puis le plaisir, il est vraiment partagé. Fait que bref, ben, on va pouvoir aller avec les sujets que je voulais t'amener. Encore une fois, Donald Trump, parce que tu as écrit justement on peut dire des articles ou des statuts Facebook sur ton compte. Puis tu parlais justement de son premier succès à l'international. Oui, ça m'a frappé parce que moi, je suis pas un fan de Donald Trump, puis même j'en veux à mort quelque part, parce que je trouve qu'il a discrédité beaucoup des gens comme moi qui valorisent certaines choses qui sont plus conservatrices, qui sont plus à droite, puis je trouve qu'ils ont un peu discrédité. Tu sais, les gens qui sont plus à droite. Donc, je peux être très critique. Sauf que la réalité a ses droits. Puis moi, quand j'étais au Maroc, lors de son voyage au Moyen-Orient, ça a quand même beaucoup parlé au Maroc du fait que c'était vu de façon positive, son voyage au Moyen-Orient, qui avait brassé les cartes. Récemment. Ouais, c'est ça, il est allé en Arabie Saoudite, bon, il a fait vraiment le tour. Puis ce qui énerve beaucoup les gens ici, puis on peut le comprendre, son côté affairiste, son côté amoral, quelque part, ben là-bas, c'est pas juste vu de façon
négative. Parce que eux aiment faire des affaires, là, quand on parle des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, et il y a certains dossiers là-bas qui sont complètement pourris, qui sont complètement foqués. Prends Gaza, l'horreur de Gaza, qui a la solution pour Gaza. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait un Facebook là-dessus, en disant, ça a été vu de façon positive, vu du monde arabe. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, évidemment, Donald Trump, pour beaucoup de gens, c'est comme un peu, il est plus ou moins cinglé. Là, tu sais, la vision de Donald Trump peut être très, très, très négative ici, mais tu vois que vu d'ailleurs, c'est pas toujours la même chose, en fait. OK. Puis c'est quoi, ma tante, qui a fait qui est en vue de plus positif? Je dirais, entre autres, quand tu as dit très clairement que là, c'était fini pour les États-Unis d'essayer d'imposer leurs valeurs, leur mode de fonctionnement, leur vision de la démocratie dans les pays de cette région du monde-là. Comme on avait moralisateur. Exactement. Comme on l'avait fait en Irak, comme on l'avait fait en Afghanistan, où ça a coûté des milliards et des milliards et ça n'a rien donné. Donc, le message était très, très, très clair parce que, écoute, un de ses grands interlocuteurs, c'est le chef de l'Arabie saoudite, là, Mohamed Ben Salman, qui est un jeune homme qui a vraiment modernisé son pays beaucoup, puis c'est le leader de la région. Mais en même temps, pour ceux qui sont un peu dans la morale, on les tous un peu, c'est quand même lui qui est derrière l'assassinat honteux d'un journaliste saoudien là, à Istanbul il y a quelques années. On n'est pas dans la morale, là. Ouais, on est dans la politique brute, dans les rapports de force. Alors que nous, au Québec, puis dans le monde occidental, on peut le comprendre, on juge beaucoup Trump en fonction de critères moraux. Puis c'était pour ça que Biden il était totalement contre ce chef-là. C'est ça, il avait dit, tu as raison, parce qu'il l'avait dénoncé, puis il avait dit que c'était un criminel. Mais c'est là que tu vois à quel point il faut que la politique intègre des éléments moraux. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais la politique, surtout la politique internationale, c'est pas la morale. C'est pas la même chose. Parce qu'un des facteurs positifs les plus importants au Moyen-Orient actuellement, c'est Mohamed Ben Salman, le leader de l'Arabie saoudite, qui est derrière l'assassinat du journaliste américain. Mais qui peut amener plein de politiques concrètes qui vont être de modernisation, d'ouverture aux femmes. C'est un gars qui est très, très réaliste. L'Arabie saoudite, c'est vraiment le nouveau joueur. Puis il y a même des gens qui ont dit, je ne sais pas si ça va arriver, là, que Gaza, peut-être que l'Arabie saoudite pourrait prendre possession de Gaza, que des pays arabes pourraient s'en mêler, parce que c'est bien beau. L'horreur de Gaza, tout le monde est découragé de ça. Moi, le premier, là, je trouve que Netanyahou, c'est le pire ennemi d'Israël. Quelque part, il crée de l'antisémitisme, c'est incroyable. Mais c'est facile de dénoncer, puis d'être humilié, puis d'être révolté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les pays arabes riches peuvent faire? Parce qu'il y a une partie des pays arabes qui sont très, très riches. Les Émirats arabes unis, puis l'Arabie saoudite, c'est très, très riche. Donc, ce qui est intéressant, le côté business de Trump, parce que Trump, c'est une approche d'affaires, essentiellement. Des deals. Ouais, c'est ça, mais exactement. Donc, eux, ça les rejoint. Puis dans ce sens-là, il y a des gens qui disent, si l'Arabie saoudite s'impliquait dans Gaza, ça serait un beau move, ça. Tu trouves pas? C'est des Arabes qui s'occuperaient d'un problème arabe. Mm-hmm. Puis en même temps, tu sais, des fois, c'est ça l'affaire, tu sais, il faut avoir un peu une analyse froide. La real politique. Ben, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est comment tu veux faire avancer des dossiers qui sont extrêmement sensibles. Si, mettons, tu commences à hiérarchiser certaines actions, là, tu sais, puis tu fais comme, non, ça, j'embarque pas parce que lui, il a fait telle affaire, mais ça amènera peut-être à rien de concret. Si tu juges juste en fonction de critères moraux, tu passes à côté par moments de choses très importantes et des fois de l'essentiel, parce que c'est la loi de la jungle aussi, la politique internationale. Un autre élément de Trump qui ressort, parce que Trump, c'est tout un phénomène, hein? C'est quelque chose, ce gars-là, c'est que tu vois qu'il est capable quand même de bouger. À l'égard de Poutine, là, quelque part, Poutine, il y a une mauvaise foi là, par rapport à l'Ukraine, c'est clair. Poutine, il ne reconnaît pas à l'Ukraine le droit d'exister, point à la ligne. Mm-hmm. Pour lui, l'Ukraine, c'est la petite Russie, puis il ne veut pas négocier avec Zelensky. Et puis là, Trump, il a l'air un peu d'allumer là-dessus, de voir que Poutine n'est pas vraiment de bonne foi à l'égard de... On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il va simplement se retirer. Mais Trump, autrement dit, c'est un phénomène qui reste intéressant à analyser sans du tout nier le côté qui peut être inquiétant dans beaucoup de dossiers, entre autres sur le plan interne américain. Puis moi, j'étais content de faire ces posts Facebook-là à partir du Maroc parce que c'était une vision qui n'était pas juste moralisatrice en disant Trump, c'est un fou. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça, si on en revient avec justement qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que là, tu sais, par sa prise de position en enlevant des, je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais des politiques défavorables à la Syrie, tu sais, en reconnaissant la Syrie,
il met un peu Israël en dessous du boss, par exemple. T'sais, il pitch en dessous du boss. C'est ça qui est intéressant, Jess, c'est qu'on sait qu'au départ, Trump est totalement pour Israël. Mais là, il a l'air de se refroidir un peu à l'égard d'Israël. Puis on a l'impression que l'horreur de Gaza, il est peut-être pour quelque chose. Un élément intéressant qu'il a fait dans cette région-là, c'est que là, il s'est mis à parler à des États parias. Il a passé comme la Syrie, comme l'Iran. Donc, il brasse les cartes. Il brasse les choses. Je suis pas sûr qu'il va régler les choses. Je suis pas sûr que les résultats vont être si bien que ça. Mais dans la région, les gens ont dit que c'est vraiment un élément nouveau dont ils font tenir compte. Puis là, il y a plus grand monde qui a de solutions concrètes. Prends Gaza, là. On peut se révolter. Mais c'est quoi la solution, Gaza? Y a-t-il quelqu'un qui a la solution à ça? Ben, en ce moment, personne n'en veut. Personne n'en a. C'est comme l'horreur. Non, mais personne n'est prêt à accueillir. C'est ça exactement. L'Égypte n'en veut pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde arabe là-dessus. Moi, l'Algérie, moi, j'intéresse beaucoup à l'Algérie. Ils sont tellement pour les Palestiniens, puis ils parlent juste de tout ça. Puis ils parlent toujours des martyrs. Les nouvelles en Algérie, c'est fascinant. Parce que ça commence toujours comme ça. La première nouvelle, maintenant, il y a eu 53 martyrs nouveaux à Gaza, tués par l'entité sioniste, parce qu'ils diront jamais Israël. Pour eux, c'est toujours l'entité sioniste, puis c'est toujours des martyrs. Mais ils ne lèvent pas le petit doigt concrètement pour aider les Palestiniens. C'est pour ça que si l'Arabie saoudite, à un moment donné, où les pays arabes riches s'en mêlent, ça peut être intéressant. Puis s'il y a de l'argent à faire, ben ils sont comme Trump, eux autres. Ils veulent faire, ils sont business. Ils sont dans une approche business. L'approche business de Trump, qui fait horreur à beaucoup de gens ici, dans cette partie-là du monde arabe, c'est rentable. Ils sont intéressés à ça. Puis là, il y a aussi, je pense qu'ils veulent donner des programmes nucléaires aussi à l'Iran. Ben, ils veulent pas que l'Iran... non, ils veulent... Trump, il veut vraiment pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais pour le reste, il est très ouvert. Il est très, très ouvert. Moi, je trouve ça sain, parce que l'Iran, quelque part, c'est un grand pays, là. Il y avait une grosse classe moyenne à l'époque du Shah d'Iran. Moi, je suis assez vieux pour m'en souvenir. C'est un pays qui était très tourné vers l'Occident. C'est une grande nation. C'est la Perse. Bon, et d'en faire juste un État paria, là, les condamner à ça, c'est terrible. Puis le régime est très fragile en Iran. De toute façon, ça peut s'effondrer assez facilement. En tout cas, je ne veux pas me faire le chantre de Trump du tout, là. C'est juste que je trouve ça important quand tu analyses la politique internationale de ne pas te limiter à condamner, à porter des jugements moraux. Je trouve qu'il y a des prêtres, il y a des religieux pour ça. Quand tu fais de l'analyse politique sérieuse, là, tu es capable de dépasser parfois la stricte morale. Et je me répète, Mohamed Ben Salman de l'Arabie saoudite, c'est l'exemple le plus éclatant de ça. Ben moi, c'est pour ça que je te pose la question, puis je trouve ça intéressant, parce que toi, tu y as été, tu reviens du Maroc, puis tu es capable de faire une analyse politique, géopolitique de Trump, tu sais, puis sans tomber justement dans la diabolisation du personnage, parce qu'on dirait qu'en Occident, là, c'est ça, là, tu sais, genre, en tout cas, du moins au Québec, là, tu sais, on l'haït, on est prêt à le diaboliser, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est une analyse froide sur... Quelle politique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Comment que c'est vu à l'étranger? Tu sais? En tout cas, moi, c'est le versant qui m'intéressait parce que pour le reste, je peux être très négatif à l'égard de Trump puis très inquiet aussi parce que tu dis, coudonc, des fois, il a l'air de fou furieux, mais c'est plus compliqué que ça et c'est intéressant. Moi, je m'intéresse à ces choses-là intellectuellement. Là. Donc, il nous étonne quelque part. Prends le fait qu'il a l'air de s'éloigner un peu d'Israël. Ça, c'était pas prévu, ça. Et puis là, quand tu as dit que Poutine avait l'air un peu fou furieux ces temps-ci, dans des attaques à l'égard de l'Ukraine, tu vois qu'il n'est pas toujours dans le même discours univoque. Il peut changer. Mais est-ce qu'il est efficace? Qu'est-ce que ça va donner au fil de l'arrivée? Là? On verra. Ouais, c'est ça. Il faut se laisser du temps. T'as vu là, à l'époque avec la Corée du Nord. Tu sais, lors de son premier mandat. Là, ouais, il avait été le premier président. Écoute, il avait été un grand voyage en Corée du Nord, puis rencontrer le dictateur. Mais écoute, ça, c'était vraiment briser un gros tabou. Puis la montagne a couché d'une souris, ça n'a rien donné. Il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ça. Mais on s'ennuie pas avec lui, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, ça, tu avais dit quelque chose, tu sais, dans le deuxième statut que tu avais fait, celui sur Vue du monde arabe, tu sais, c'est ça qu'il rebrasse les cartes, puis que c'est difficile de partager ces réflexions-là dans un Québec où qui se limite à estimer qu'il est plus ou moins cinglé. Tu sais. C'est ça que tu as remarqué au Québec? Ah ben oui, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir porté le magazine marocain qui m'avait frappé parce que la une du magazine, j'ai pensé ce matin, elle était fascinante parce qu'on voyait une espèce de météorite qui arrivait de l'espace, puis c'était Trump avec sa chevelure enflammée qui tombait sur le Maroc, puis disait « l'impact Trump ».
C'est comme le météorite qui avait tué les dinosaures à l'époque. Eux, ils voient ça comme quelque chose dont il faut qu'ils tiennent compte, qui arrive de l'extérieur, on n'a pas autre chose. Mais c'est vrai qu'au Québec, mais c'est-à-dire mes 2 posts Facebook sur ça, là, sur le voyage de Trump au Moyen-Orient, ça a été bien accueilli quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, c'est intéressant de voir un autre point de vue. » Parce qu'au Québec, je trouve, je ne veux pas être condescendant, mais il y a une partie des gens qui font de l'analyse politique qui ne font pas d'analyse politique, qui font de l'analyse morale. C'est ça. Ils sont essentiellement dans la morale. Mais c'est ça, tu veux-tu parler de ça? C'est quoi ça? Est-ce que c'est de quoi que tu remarques vraiment? Ben, c'est parce que, tu sais, la vie, on le voit ces temps-ci, c'est dur, la vie. C'est pas facile, la vie. La politique, c'est l'encadrement de la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est pas juste pourquoi le lion tue la gazelle. Là. C'est pas parce que la gazelle a été méchante. Donc, on est tellement dans une société au Québec. On en avait parlé, toi puis moi. Hein. Moi, je trouve que les Québécois, quelque part, c'est des conquis, moi j'insiste là-dessus, mais c'est les conquis les plus confortables de la planète. On est dans une société extrêmement douce, privilégiée, qui est beaucoup dans le confort, qui est beaucoup dans la sécurité. On va peut-être en parler en regard de la dernière campagne électorale fédérale. Donc, on voudrait que toute la planète soit comme ça, mais le reste des pays ne sont pas de même. Là. Ils sont beaucoup dans la loi de la jungle, puis que c'est dur, puis c'est rough, puis il faut gérer ça, puis en fait, c'est souvent... Mais au Québec, là-dessus, on est dans un autre... Et le Canada, je dirais pas juste le Québec, le Canada à large. Puis j'espère que Carney, le sauveur, Carney, va nous sauver pour vrai. Parce que là, on est un peu... ça va pas bien, là, vraiment. On est habitué à être complaisant. Puis on avait notre allié américain qui était à côté. On avait les bons côtés d'être à côté des États-Unis sans voir les mauvais côtés, au fond. On était protégés, tout allait bien, tout était merveilleux. Ben là, il y a plus de vrais dangers, là. On va peut-être atterrir. Donc, dans ce sens-là, au moins, Trump, soyons capables de l'analyser, non pas juste de le condamner. Ben, c'est parce que aussi, ça me faisait penser à quand Stéphane Bureau, il se faisait traiter de Trumpiste juste parce que il était capable de ne pas le diaboliser sur la scène publique et à dire des bons coups qu'il a fait comme les mauvais qu'il a fait. En tout cas, le voyage au Moyen-Orient, moi, ça m'a frappé. Ouais. Il y a eu un consensus quand même assez fort dans le monde arabe que ça va être un succès. C'est la première fois que j'ai vu ça. C'est pour ça que j'en ai parlé sur ma page Facebook. J'ai dit, le monde trouvait... C'est comme si... C'est épouvantable ce que je veux dire là. Il y avait l'air de dire, c'est rafraîchissant. Il y a quelqu'un qui arrive d'une autre planète. Comprends-tu qui brasse tout? Puis, c'est parce que les autres sont habitués des haïrs, tu sais, les Américains. Puis aussi, ils sont pris... le monde arabe, quelque part, c'est beaucoup des dictatures. Ils sont beaucoup dans une situation... dans une dynamique victimaire. Ils ont beaucoup une vision, on s'est fait exploiter par l'Occident, puis on se fait opprimer par l'Occident. En Algérie, c'est très classique, là, l'entité sioniste qui tue les martyrs palestiniens. Ce qui est intéressant dans l'approche de Trump, c'est que lui, il s'adresse à des gens qui ne sont pas des victimes. Les Émirats arabes unis, là, Dubaï puis Abu Dhabi, c'est pas des victimes, hein? C'est des gens qui veulent faire de l'argent, qui veulent être gagnants. L'Arabie saoudite, c'est pas des victimes. Donc, il attire l'attention sur le fait que les Arabes, c'est pas juste des victimes. Il y a des pays arabes qui ne sont pas victimes. Puis s'il y a une solution à ces problèmes-là qui est fucké, là, ça va venir des pays arabes qui ne sont pas des victimes, qui veulent du succès, qui veulent de l'argent, qui veulent vivre, en fait. Parce que pour beaucoup de pays arabes, Israël, le conflit Israël-Gaza, c'est comme pourri, puis ça les empêche d'aller vers l'avant. C'est négatif? C'est négatif. Le terme est faible. C'est épouvantable, ce conflit-là. Puis comme je te dis, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Israël et les Juifs, fondamentalement, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, je suis rendu que j'haïs Netanyahou, parce que c'est le pire ennemi des Juifs, quand même. Toute la planète est en train de se virer contre Israël à cause de Gaza. Ça, au niveau là, des opinions publiques, c'est terrible, ça. Si on en revient avec... Parce que tu as parlé de Poutine, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça, j'aimerais... Parce que tu as parlé justement aussi que ça a été un échec de relation, là, ça, entre ces deux-là. Tu sais, puis... ben c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la relation Poutine puis Trump? Jusqu'à présent, je pense que Trump s'est fait avoir beaucoup, là. Il a donné raison à Poutine surtout, parce que lui, sa priorité, c'était d'avoir des bonnes relations avec la Russie. C'est ça, sa priorité. Puis il trouvait que la guerre en Ukraine, ça n'avait pas sa place. Il fallait régler ça au plus sacrant. Donc, dans ce sens-là, il a quand même beaucoup donné raison à Poutine. Et je peux le comprendre. Moi, je trouve que quelque part, sa position de départ se défendait. Mais je trouve que ce qu'il a sous-estimé, c'est que dans l'esprit de Poutine, l'Ukraine n'a pas le droit d'exister, point à la ligne.
c'est que l'Ukraine, c'est la petite Russie. Moi, j'ai un vieux livre d'histoire chez moi, là, de 1910, là, puis quand on parle de l'Ukraine, non, c'est la petite Russie. Faut pas oublier que le russe est très parlé en Ukraine. Et on en avait parlé, toi et moi, je pense, lors de notre premier podcast. Il y a une grosse responsabilité des États-Unis puis des Occidentaux en général de ne pas avoir envoyé les bons messages aux Ukrainiens. Les Ukrainiens se sont pris pour des Allemands, se sont pris pour des Français. Ils ont oublié, en fait, leur situation géographique. Tout État a la politique de sa géographie, disait Napoléon. Eux, ils sont à la jonction de la Russie et de l'Europe. Donc, ils ne peuvent pas se mettre à triper à ce point-là. Puis, dans une perspective russe et poutinienne, c'était comme très agressant, l'idée que peut-être que l'Ukraine pourrait devenir membre de l'OTAN. Ça n'avait pas d'allure, ça, que l'Ukraine serait membre de l'OTAN. Donc, cette guerre-là n'avait pas lieu d'exister. Puis, je dirais que on n'a pas envoyé les bons messages aux Ukrainiens. On les a fait trop triper. Je comprends, moi, que les Ukrainiens voulaient devenir comme nous autres, mais il faut tenir compte de ta géographie. Ils sont à la jonction des deux, là. S'ils sont trop près de la Russie, ils perdent la liberté. S'ils sont trop près du reste de l'Europe, ils se font agresser par la Russie. Mais ces choses-là étant dites, je trouve que c'est très naïf de la part de Trump de penser que là, avec Poutine, on pourrait négocier quelque chose. Poutine, il ne veut rien savoir. C'est qu'il pensait qu'elle allait avoir plus d'influence sur lui? Ouais, je pense probablement. De toute façon, quant à lui, il veut se retirer de là. Ouais. Tu sais, les Américains, là, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est un problème européen. Ils voudraient que les Européens s'occupent de ça, règlent ça. Mais là, on a l'impression que récemment, je pense qu'il y a 2 jours, il a dit « Ah, il a l'air fou furieux, Poutine. » Il a dit ça, il a dit quelque chose comme ça. Parce que là, il réalise que Poutine, il parle, mais il n'y a pas de bonne foi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de bonne foi parce que, je me répète, pour lui, l'Ukraine n'a pas vocation à exister. C'est terrible pour les Ukrainiens, ça. C'est terrible, ça. Pour Zelensky, tout ça. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a peur que les tentatives de paix, pour régler la paix, c'est juste une politique de surface pour pouvoir maintenant avoir le prétexte que l'Ukraine puisse se réorganiser, puis après ça se réarmer, puis après ça attaquer la Russie, puis maintenant là ils pourraient perdre leur avantage. Moi, c'est de ça que j'ai entendu. Oui, mais le problème, c'est que l'Ukraine, à mon avis, ça devient un autre problème pourri, pour être franc. Parce que je vois pas comment l'Ukraine peut gagner contre la Russie. Je vois pas comment l'Ukraine peut gagner contre la Russie. Si les Américains se retirent, bon, l'Ukraine va être appuyée par l'Europe en bonne partie. La guerre va continuer. Puis l'Europe n'est pas encore prête. Pas encore prête. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, moi, je pense que probablement que Trump va se retirer parce qu'il n'est pas intéressé à ça. Le problème auquel il est confronté, par exemple, c'est que s'il cède trop devant Poutine, c'est que là, il peut se mettre à avoir des problèmes avec la Chine, Taïwan. Parce qu'elle regarde ça aller. Elle regarde ça aller. Puis on le sait que c'est un gros consensus bipartisan, ça, aux États-Unis. Les démocrates et les républicains trouvent que le dossier important, c'est la Chine. Le dossier d'avenir, c'est la Chine. Puis là-dessus, il y a comme une unanimité. En tout cas, il y a un consensus sur le fait qu'il faut affronter la Chine. Donc, si Trump se met trop à plat ventre devant Poutine, puis si Poutine l'emporte trop en Ukraine, ben les Chinois vont comprendre que ça vaut la peine d'agresser. C'est rentable l'agression parce que le prêt à payer pas si c'est ça, mais quand on y pense, entre toi et moi, je suis un côté sensible, parfait. Il y a un côté terrible pour les Ukrainiens puis Zelensky. Parce que depuis 2-3 ans, bon, on peut critiquer, je l'ai fait tantôt, disant que ils ont trop trippé puis qu'on leur a pas envoyé les bons messages, mais il reste que c'est quand même une nation là, puis séparée de la Russie en bonne partie, qui a été agressée par la Russie, puis se sont défendus valeureusement, puis ont été appuyés pendant beaucoup de pays d'Europe, puis là, il y a un revirement de situation qui fait que ils peuvent pas vraiment gagner, puis peuvent même perdre. Puis ce qui est terrible, c'est que Poutine, qui est en face d'eux, il y a juste 3-4 ans, on disait que c'est une espèce de paria, il va comparaître devant la Cour pénale internationale. Tous les pays occidentaux disaient, il est fini, Poutine, il a fait une grosse erreur. Là, maintenant, c'est lui qui semble en voie de gagner, et il reconnaît même pas, il reconnaît même pas à l'Ukraine le droit d'exister. Mais en même temps, moi, on me dit que maintenant, il peut pas tant continuer, même s'il y a le gros bout du bâton, il peut pas tant continuer parce qu'il vient quand même à bout du nombre d'hommes qu'il y a, tu sais. Oui, mais parce qu'ils sont pas encore des conscrits, fait que, tu sais. Sauf que la Russie, c'est pas le Québec. C'est qu'ils sont résilients. C'est historiquement, là, c'est une identité impériale. Fait que les autres sont fiers de... Ils sont pas juste fiers, ils sont rough.
Puis Poutine, il a l'appui du peuple russe en bonne partie, dans la mesure où on peut vérifier ce qu'il en est. Mais il n'a pas encore été chercher les moscovites, là, tu sais, par exemple. Oui, je sais, mais jusqu'à présent, moi, je trouve pas que ça va mal pour lui. Il y a déjà énormément de morts. Ouais. Il y a déjà énormément de dommages, mais on ne peut pas dire qu'il y a des mouvements anti-Poutine. On ne peut pas dire que sa popularité, dans la mesure où on peut la vérifier, là, parce que c'est pas une démocratie, il n'y a pas la liberté comme ici. C'est clair. Moi, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai découverte dans ce dossier-là. Moi, j'avais l'impression, très naïvement, que les Russes étaient devenus plus comme nous autres. Plus comme les Québécois, les Canadiens, les Français, les Allemands. Puis là, ça m'a fait réaliser que les Russes, c'est pas comme nous autres. C'est une autre sorte d'identité. Il y a un côté plus résilient, plus rough, plus dur. C'est un empire, hein? Et c'était très naïf de penser, lorsque l'URSS s'est effondré, il y a déjà longtemps, là, dans les années 90, les Américains ont été très arrogants parce qu'ils se sont dit, bon, on a gagné, là, on a vraiment gagné, ils se sont effondrés d'eux-mêmes, puis ça va devenir un pays comme les autres. Parce qu'au début, Poutine, d'ailleurs, c'est longtemps qu'il est là, Poutine, il avait tendu la main aux pays occidentaux à un moment donné. Mais c'était comme oublier l'histoire. Ça fait depuis des siècles que les Russes se voient comme un empire. Leur identité est impériale. Ça ne disparaît pas de même, cette affaire-là. Là. Fait que là, on est confronté à ça. C'est que l'identité impériale russe réapparaît. Et d'ailleurs, c'est là que ça rejoint Trump, parce que ça a été beaucoup analysé, ça. C'est que Trump est dans une dynamique impériale aussi. C'est comme si on veut se diviser la planète, là, la Chine avec sa zone d'influence en Asie, les Américains avec leur zone d'influence dont on fait partie, nous, le Canada, la Russie. Donc, on est... c'est un retour, c'est la vengeance de l'histoire, en fait. C'est la vengeance du passé. L'histoire, c'est bien important. C'est que, tu sais, on est moderne, puis dans nos sociétés, jusqu'à récemment, c'était très superficiel. On avait vu que le passé, c'était des colons avant, puis c'était dépassé, puis nous, on était modernes, puis on était ouverts, puis on était tout ce que tu veux. Puis quand tu regardes ce qui arrive actuellement, tu vois que toutes les identités sont très dépendantes de leur passé. Puis ça vaut pour toutes les identités. Pour le Québec, pour les Américains, pour les Français. On est enraciné. Il y a un tas de choses qui paraissent pas, mais qui sont encore là. Puis dans le conflit en Ukraine, c'est ça qui apparaît. C'est ça qui apparaît beaucoup. Mais tu trouves pas que Trump, en ce moment, il cherche plus à se retirer de tout conflit, puis... c'est juste vrai, mais il est tellement... En fait, ce qui fait la force de Trump, en même temps, il est tellement dur à saisir, là. C'est une force démoniaque, quelque part, parce que tu t'essaies de le comprendre. C'est intéressant à analyser, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de repli en faisant dire, c'est les problèmes européens, ça ne nous intéresse pas. Puis lui, c'est une approche d'affaires, hein. C'est des deals, essentiellement. C'est ça. Donc, c'est rentable pour nous ou pas. Mais en même temps, il s'intéresse à... Il est pétri de contradictions, Trump, quelque part. Mais c'est vrai que pour le Canada, si on vient à nous, on est juste à côté des États-Unis. Donc, on est dans l'Empire américain, là. Tu sais, le dôme doré, là, qui pour défendre le continent nord-américain, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de dire non, là. Ils vont s'embarquer là-dedans. C'est tough de savoir, maintenant, de savoir s'il est sérieux sur de quoi ou il fait juste le dire pour dire une énormité ou pour mettre l'attention sur quelque chose ou monopoliser les médias parce qu'il y a quelque chose d'autre en tête. Est-ce que c'est improvisé ou au contraire, c'est 8-9 coups d'avance? C'est ça. C'est pour ça que c'est diabolique, en fait. Parce qu'ils se déstabilisent la planète entière. Parce qu'il faut le prendre au sérieux, puis en même temps, il ne faut pas le prendre au sérieux. Prends le truc du 51e État, là, ce que fait au sujet du Canada. Moi, je suis convaincu qu'au départ, c'était plus une blague qu'autre chose. Le fait que le Canada devrait être le 51e État adoré, c'est pour notre bien qu'il voudrait qu'on devienne le 51e État. Mais il y a des responsables canadiens sérieux qui ont réagi à ça, puis c'est une grosse erreur. On a vu Trudeau réagir à ça, Mélanie Joly réagir à ça. Donc, ils ont compris que c'était rentable de revenir avec ça, tu sais, le 51e État. Puis il revient encore, il revient. Moi, je ne crois pas une seconde à ça. Pas du tout. Mais c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut, c'est pas que le Canada devienne le 51e État. C'est imposer au Canada ce que les Américains veulent. C'est ça l'enjeu, fondamentalement. Puis on est juste collé à eux. Fait que le rapport de force ne joue pas en notre faveur. On va voir ce que Carney va faire. Ça va être intéressant. Prends le système de défense continental, le dôme doré, là, ça va être un test intéressant parce que tu peux se remarquer, Carney, dans un premier temps, il n'a pas dit non, hein, quand Trump dit qu'il voulait que le Canada embarque dans le dôme doré, mais il est allé, puis il est revenu, je pense, hier ou avant-hier, en disant oui, mais si
si notre Canada adoré devenait notre 51e État, ça lui coûterait pas cher pour le dôme doré. Il revient avec ça parce qu'il sait que dans le fond, ça... Mais moi, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, même on a senti ces dernières semaines que même aux États-Unis, on ne croyait pas vraiment à ça. Ouais, même l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Justement, d'ailleurs, on parlait de l'histoire tantôt. Là. Les nations sont enracinées, puis changer les frontières, c'est compliqué. La plupart des guerres, c'est des guerres de frontières. Tu sais. Bon, fait que le Canada, là, on est différent des États-Unis, ça fait un beau moment, puis il faut quand même se souvenir que le Canada a été fondé par des gens qui ne voulaient pas être des Américains. Tu sais, j'ai toujours dit, c'est la jonction de deux groupes de perdants, au fond. Les anciens Canadiens francophones de Louis XIV, là, qui ont été conquis par les Britanniques en 1763. La nation fondatrice, c'est nous la nation fondatrice. Moi, je le dis, il n'y en a pas deux, il y en a trois, il y en a une. C'est les ancêtres des Québécois d'aujourd'hui. Et les loyalistes, ceux-là qui ont refusé la Révolution américaine pour rester fidèles au roi d'Angleterre. D'où la visite de Charles III, le roi d'Angleterre adoré, là, qui est venu à Ottawa récemment. Donc, le Canada ne disparaîtra pas de même, là, c'est évident. Hein. Mais c'est quand même révélateur qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont l'air de le craindre pour vrai. Ben, c'est parce qu'en même temps, les libéraux ont fait leur campagne là-dessus, puis faut leur donner raison parce qu'ils ont réussi à l'emporter avec ça. Même que moi, je suis même convaincu qu'eux-mêmes n'y croyaient pas, mais ils ont focusé sur cette peur-là qui a réussi, en tout cas, qui a parlé au Québec, en tout cas, parce que c'est le Québec. C'est quand même fascinant ce qui est arrivé. C'est le Québec qui l'a élu, tu sais, parce que l'Ontario, ils n'ont pas. Il s'est passé quelque chose dans cette campagne électorale-là que beaucoup de gens n'ont pas encore décanté, puis que beaucoup de souverainistes n'ont pas encore décanté. C'est hallucinant ce qui est arrivé, en fait. C'est que Carney, il est là beaucoup à cause du Québec. Puis il est là en partie à cause de nationalistes et de souverainistes qui ont voté pour lui. Alors moi, je les appelle les souverainistes de papier. Hein? Et tu vois que il y a une partie, je dis pas tout le monde, mais il y a une partie du mouvement souverainiste qui n'est pas sérieux. C'est velléitaire. C'est facile de répondre à un sondage. Moi, je serais pour la souveraineté du Québec. Mais facile. Ils ont le souverainisme mou. C'est le souverainisme mou. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, le confort, la sécurité est bien, bien importante. Alors, on en a déjà parlé, toi puis moi. Tu ne peux pas t'avoir dans la vie, là. Puis c'est un choix aussi. C'est un choix démocratique québécois. Si tu valorises le confort et la sécurité au-delà d'une certaine limite, là, parler de souveraineté, c'est pas sérieux. Sauf qu'on va continuer à parler de la souveraineté. Donc, il y a un manque d'authenticité. Moi, je trouve. Puis en plus de ça, c'est que ça dessert les intérêts du Québec parce qu'on ne focalise pas sur l'essentiel. Moi, je suis convaincu que l'essentiel pour le Québec, ce serait de se faire reconnaître constitutionnellement comme une société distincte au sein du Canada. Moi, je radote ça depuis 30 ans, puis j'y crois plus que jamais. C'est pas juste une belle déclaration, là. De dire, dans la Constitution, le Québec est une société distincte et il y a des conséquences dont la Cour suprême va devoir tenir compte quand elle examine la loi sur la laïcité, la loi sur le français. C'est ça l'enjeu. La Constitution du Canada. Oui, c'est ça, exactement, la Constitution du Canada. Parce que le Québec est plus canadien que les souverainistes veulent bien le réaliser. Moi, le livre qui m'a mis au monde, là, sur le plan de la pensée, ça s'appelle Le défi québécois, et c'est une analyse de la conquête. C'est-à-dire, moi, c'était vraiment ça qui m'a intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Anglais sont arrivés en 1763? Comment la relation s'est nouée avec les Britanniques comme tel? Et moi, je pense que, je m'excuse, je vais avoir l'air arrogant, là, je pense que j'avais raison, là, c'est que la conquête, elle est double. C'est une conquête. Une conquête, quand tu te fais conquérir, on veut ta peau. Il y a un côté qu'on veut. Mais en même temps, il y a une fécondation. C'était quand même sophistiqué, une querelle entre des Anglais et des Français en 1763. Là. C'était pas... Donc, il y a un côté anglais au Québec. Toujours, on mange plus spontanément des œufs et du bacon que des croissants. Les institutions politiques québécoises sont essentiellement britanniques. Et elles ont joué en faveur des Canadiens français. À un moment donné, je discutais avec des amis péquistes, souverainistes, qui ont déconnecté de ça. Le Québec moderne a déconnecté du vieux Canada français qui avait un côté anglais. Et je leur disais, le problème du PQ, c'est que le PQ n'a pas le bon peuple. Ils n'ont pas le bon peuple. Hein? Ils rêvent d'un peuple québécois qui n'existe pas. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, là, mais bon, c'est pas qu'il est con, il est intelligent, etc. M. Bock-Côté, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui écrivait récemment, là, il va probablement avoir un référendum, et si le Québec dit non, le peuple québécois disparaîtra. Ben, je m'excuse, mais M. Bock-Côté va disparaître avant le peuple québécois, même s'il est plus jeune que moi. Moi, je vais disparaître avant le peuple québécois. Toi aussi, tu vas disparaître avec le peuple québécois. J'espère qu'il n'y aura pas de référendum, parce que je trouverais ça très, très masochiste. S'il y avait un référendum où le non
toutes les chances de l'emporter. Le peuple québécois va rester, mais il va couler encore plus. Tu comprends-tu? Il va être encore plus dans... Mais ça, on dirait qu'il y a une partie des souverainistes qui ne veulent pas le voir parce qu'ils sont dans leur rêve. Dans ce que j'appelle, moi, un rêve compensatoire. Hein, il y a un réel qui nous échappe, mais on préfère le rêve. Le rêve. Et la dernière campagne électorale là-dessus a été un révélateur éclatant. Parce que là, il y avait... Je comprenais, moi, qu'on ne veuille pas voter pour Poilievre. Poilievre n'a pas été bon, je trouve. Moi, je trouve qu'il n'a pas été bon dans sa campagne. Bon, je comprends qu'une partie des souverainistes, des nationalistes ne voulaient pas se salir, entre guillemets, en votant Poilievre. Là, je ne partage pas ça, là, mais bon. Mais il y avait le Bloc québécois, quand même. Pourquoi ils n'ont pas voté Bloc québécois? Mm-hmm. Hein? Moi, il y a des gens que je connais, là. Je suis allé l'autre jour à un dîner, là, puis c'était vraiment des souverainistes, là, des bébés boomers, souvent, qui ont voté Carnet. Mm-hmm. Parce que ça les sécurisait. Parce qu'il avait l'air sérieux. Mais il n'y a pas la machine, dans le fond, que, tu sais... moi, les médias, là, ils en ont énormément toi, tu as raison. C'est vrai que les faiseurs d'opinion au Québec ont été beaucoup pour Carnet. Non, ben moi, c'est Trump. Tu sais, dans le fond, moi, la façon quasiment je vois ça, là, c'est pas que Poilievre a perdu contre Carney, il a perdu contre Trump. C'est vrai. Fait que, tu sais, puis je trouve que t'es très sévère envers les souverainistes puis tout ça. Ah ben oui, je suis sévère. C'est correct, tu as le droit à tes opinions, mais je trouve qu'il y a énormément de nuances à amener, là, tu sais. Fait que, entre autres, celle-là avec les médias, que, tu sais, moi, j'écoutais, je me souviens, le Canadien qui était en série contre Washington, puis c'était écrit ça, tu sais. C'est quoi? C'est le fédéral, élection fédérale contre Trump. T'sais, mais pourquoi ils mettent ça, tabarnak? T'sais, c'est comme, ils rajoutent la peur de « attention ». Puis ça, qu'est-ce que moi je plains, c'est que ça l'enlève le focus sur les vraies affaires qui sont prioritaires, l'économie, la justice, puis la langue, la culture, t'sais, toutes les choses qui étaient réellement prioritaires. C'est la peur qui l'a emporté. Oui, c'est ça. C'est une élection qui s'est jouée sur la peur et sur la crainte. Tu sais, les Québécois, les Québécois, en tout cas, moi, je vais parler pour mon peuple, là, ben, tu sais, ça fonctionne avec eux autres. Bon. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas qu'ils sont pas souverainistes, c'est qu'ils sont peureux, tu sais. Oui, mais l'un exclut l'autre. C'est que si c'est trop peureux, là, arrête de parler de souveraineté. OK? C'est un rêve compensatoire. Pour faire la souveraineté, il faut être solide. Il faut que tu tiennes debout. C'est pour ça qu'il faut des chefs. Comme Paul Saint-Pierre Plamondon, côté. Et l'autre point qui est frappant dans... Non, justement, moi, Mathieu se le dit, on va en parler, peut-être probablement qu'il va l'écouter, pas probablement, mais peut-être qu'il va l'écouter. Moi, il y a deux Mathieu côté. Il y a un Mathieu que je connais bien parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, puis on avait des relations au tout début de sa carrière, puis je l'ai aidé avec plaisir. Et je trouve que deux côté, il y en a un qui a réussi en France de façon admirable. Vraiment. Beaucoup. Chapeau. Puis il n'y en a pas comme lui qui ont réussi à ce point-là. Les articles qu'il écrivait, entre autres, dans le Figaro, c'était très, très fort. Il y a l'autre bas de côté, québécois. Bon, qu'on voit à la joute. Puis moi, comme m'aurait dit mon défunt chum, Mathieu, le problème, c'est que le piton collé. Hein? Il n'y a pas de off, il y a juste un on. Souveraineté. Bon, on nous dit que l'oreille de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas si c'est vrai. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, on sait qu'il a promis de tenir un référendum sur la souveraineté, quelles que soient les chances ou non de l'emporter. Moi, je trouve ça très irresponsable. Très, très irresponsable. On a eu 2 exercices référendaires qu'on a perdus. Il y a des conséquences structurantes. Là. C'est pas juste que tu perds et on passe à autre chose. Là. Ça change le système. On n'a vraiment pas les moyens de se permettre un autre échec. C'est Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Québec, qui avait dit, si tu tiens un référendum, il faut que tu aies des chances sérieuses de l'emporter. Et pourquoi je trouve ça irresponsable? C'est parce qu'il n'y a rien qui indique que les Québécois vont voter pour la souveraineté. Hein? Vraiment, il faut vraiment avoir la foi. Pour dire ça. Et ce que je crains, moi, c'est que notre système étant ce qu'il est, c'est que les Québécois mettent au pouvoir Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ, parce que la CAQ est très usée. Là, on s'entend que la CAQ est très usée. Donc, on vote pour le PQ. Puis, ils vont dire en bon québécois, on va voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on battra le référendum après. Pas grave, on battra le référendum après. Moi, c'est ça que je crains. Tu comprends? Donc, j'aimerais ça. Mais cela dit, je lisais récemment un texte de M. Bocoté. Excusez-moi, mon Dieu. Excusez-moi. Non, mais ça m'a frappé parce que j'ai dit, il faut que je parle de ça. Bon, sur ce thème-là, puis il disait,
la troisième bataille est commencée. Il y aura probablement un troisième référendum d'ici 2030. Probablement. Donc, il me semble être moins sûr qu'avant. Si le oui l'emporte, on dira que les Québécois l'ont emporté au terme d'une guerre de 50 ans. Si le non l'emporte, le peuple québécois disparaîtra. Et c'est là-dessus, moi, je décroche complètement. Là. Mathieu, là, en tout respect. C'est quoi exactement que tu n'aimes pas de ça? Ce que j'aime pas là-dedans, c'est que je trouve que c'est comme le peuple québécois est plus important que la souveraineté. Hein? C'est le Québécois est là depuis 400 ans. Le Québec disparaîtra pas, là. Je sais quoi, moi, je crois que c'est la souveraineté distincte qui est l'enjeu. C'est pas la souveraineté. La souveraineté, c'est comme le moment magique où tous nos problèmes vont être réglés. Mais tu trouves pas qu'il y a quand même une régression de. C'est sûr. Moi, s'il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus puis qui a dénoncé le multiculturalisme, l'immigration sans limite, ça fait 40 ans que je critique ça. Mais je trouve pas que la solution, c'est une souveraineté qui n'arrivera pas. Puis qui nous enlève. Ça n'arrivera pas, là. Ça peut arriver éventuellement. Donc, je vais être rigoureux. On ne connaît pas l'avenir des peuples. Bon, mais actuellement, je trouve qu'il faut être dans le réel, là. Tu sens-tu un mouvement vers la souveraineté, toi? La dernière élection fédérale, je vais revenir là-dessus, c'est éclatant ce qui est arrivé, là. Il y a un nombre important de nationalistes et souverainistes qui ont voté Carnet. Puis alors que le Bloc était là, tu trouves que ça fait sérieux? Mais ils veulent pas parler de ça. C'est comme si on fait comme si c'était pas arrivé. Moi, je veux en parler, là, parce que je trouve qu'il s'est passé quelque chose, là. Puis là ces temps-ci, là, Charles III est venu, le roi d'Angleterre est venu, là. Puis là, tu vois les gens qui trouvaient ça bien épouvantable. Ben là, c'est eux autres qui ont voté pour Carnet, qui assument les conséquences. Ben c'est ça. Moi, je me demande à quel point que... Encore une fois, ils vont faire ça, puis la voici, ils vont le regretter, tu sais. Regretter quoi? Ben, regretter d'avoir voté Carnet, tu sais. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Que, encore une fois, est-ce qu'ils vont y aller? Parce que, tu sais, il y avait plein d'affaires. Tu sais, il y avait peur de Trump, il y avait peur pour l'économie. Fait que là, ça va être quoi l'économie? On va engager le banquier, puis le gars qui est supposé être fort contre Trump. Mais est-ce qu'ils vont le regretter en regardant les... Tu sais, moi, j'ai regardé comment il a été reçu à la Chambre ovale, là, la Maison-Blanche. Pas été bien impressionné. Là. En même temps, moi, je suis content qu'il n'ait pas parti en guerre puis qu'il l'ait tout le temps repris puis tout ça, mais reste quand même, il a parlé 3 minutes et demie sur 33. Il s'est fait piler ses pieds une couple de fois. Il a envoyé Christina Freeland, qui est je pense, la marraine de son fils, ou en tout cas, lui, il est le parrain de son fils. Il l'a envoyé en dessous du boss ben raide. Il a insulté Justin Trudeau. Il a ramené l'affaire du 51e État. Il a reparlé des frontières, que là, il faudrait peut-être regarder ça. Tu sais, fait qu'il s'est fait énormément piler sur le pied, puis ça, c'était supposé être le gars qui nous défend de Trump. C'est là que moi, je te trouve dur. Moi, là-dessus, mais moi, j'ai trouvé qu'on a vu que Trump avait quand même un respect pour Mark Carney qu'il n'avait pas pour Justin Trudeau. Tu vas me dire que la barre n'était pas haute, là, parce qu'il voulait rien savoir de Justin Trudeau. Carney, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un gros point d'interrogation. Mais moi, pour revenir au Québec, ce que je trouve dommage, c'est qu'heureusement, maintenant, il n'est pas majoritaire. Il est presque majoritaire, mais il ne l'est pas. Parce que c'est un gros chèque en blanc qu'on a donné à ce gars-là, là, qu'on ne le connaît pas. Il arrive là, c'est le sauveur. Si les Québécois nationalistes avaient plus voté pour le Bloc, ben là, peut-être que c'est le Bloc qui l'aurait, la balance du pouvoir, pour vrai. Mais c'est peut-être... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que les Québécois avaient autrement, pour l'autre point aussi, pourquoi je suis dur? Moi, je suis très, très dur à l'égard des... C'est que là, on a accrédité un gros précédent. Là, on a accrédité le précédent que, pour la première fois depuis Lester B. Pearson, le premier ministre canadien, là, 1962, là, on accepte que le premier ministre du Canada soit pas fonctionnel en français. Ça fait depuis 1972 que tous les premiers ministres du Canada étaient fonctionnels en français. Puis là, on a accepté ça. Puis c'est à cause du Québec. Je trouve que c'est une perte de pouvoir, ça. Tu sais, aux nouvelles, là, c'est pénible de l'entendre, Carney, en français. Quand c'est juste des ministres qui parlent pas bien français, on les voit une fois de temps en temps. Mais là, c'est le premier ministre du Canada dont le français est vraiment pas tellement fonctionnel. Et ça a été remarqué que le méchant roi Charles III, lorsqu'il a prononcé le discours du trône, il y avait un français de qualité comparé à la gouverneure générale, Mary Simon, comparé à Carney. Donc, moi, je suis dur à l'égard de certains souverainistes, parce qu'au-delà des beaux discours, ils nous font perdre du pouvoir. Ce qui est important, c'est pas la souveraineté, c'est le pouvoir québécois.
C'est ça qui est important. Puis à un moment donné, dans la mesure où la souveraineté, c'est un rêve compensatoire, ça nous fait perdre de pouvoir. On se fait plaisir. Mais c'est quoi le pouvoir québécois? Le pouvoir québécois, c'est le pouvoir de changer les choses, d'agir. Pourquoi moi je suis pour la société distincte? Là? La société distincte constitutionnalisée, ça veut dire que tu vas avoir des jugements de la Cour suprême qui vont faire en sorte que la loi sur la laïcité ne sera pas inconstitutionnelle, qui vont faire en sorte que la loi sur le français ne sera pas inconstitutionnelle, qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir agir pour protéger le Québec. Le pouvoir québécois, c'est le pouvoir d'agir. Alors que la souveraineté, c'est trop devenu, je trouve, une espèce de rêve compensatoire. Mais comment avoir plus de pouvoir pour le Québec? Aussi exercer le pouvoir. OK. Non, mais comment aller chercher ça, avoir plus de ça? La seule façon qu'on réussit à l'avoir, c'est quand la souveraineté du Québec, les sondages sont dans le tapis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois pas que le reste du Canada a très peur que le Québec devienne souverain. Mais à un moment donné, il y a eu cette peur-là. Ouais. Il y a eu cette peur-là à un moment donné, le couteau sur la gorge. À un moment donné, je pense que c'est Léon Dion qui avait dit ça. Là. Il faut que le reste du Canada... mais je ne voudrais pas être méchant, mais beaucoup de Canadiens trouvent que les Québécois sont velléitaires. Là. Ils comprennent que les Québécois, là, ça parle. Là, mais que on n'agit pas. C'est bien beau. Mais donc, moi là-dessus, moi, c'est le pouvoir québécois qui m'intéresse. C'est ça qui est important. Moi, je ne veux pas qu'on devienne un groupe ethnique. Je veux qu'on garde du pouvoir. Je veux que la majorité francophone garde son pouvoir. On est la seule majorité non anglophone en Amérique du Nord. En tout cas, je ne parle pas du Mexique. Mais comment l'avoir, ça, ce pouvoir québécois? Ben non, c'est en faisant des demandes, tu sais? Mais Legault, il en a fait plein. Non, regarde, pas en faisant des demandes, non, en l'exerçant. Pas en faisant des demandes. Prends, par exemple, faire des demandes. Dans le défi québécois, moi, je travaille beaucoup sur le pouvoir québécois, puis je disais que, oublions la souveraineté puis tous ces débats-là. Je trouve que, parce qu'il y a eu la conquête, on a de la difficulté, les Québécois, à exercer le pouvoir qui découle de notre identité, parce qu'on a une identité puissante. Fait que c'est le pouvoir qu'on a déjà. On l'a. On est les descendants des anciens Canadiens de Louis XIV. À l'époque, la France de Louis XIV, c'était la puissance hégémonique sur la planète. Il y a une puissance concentrée. Si on est encore là, les francophones, 400 ans après, là, c'est parce qu'il y a une puissance quelque part potentiellement en nous. Mais on a de la difficulté à l'exercer. Dans le livre, j'utilise l'expression sous le regard désapprobateur de l'anglais. L'anglais au sens symbolique. On veut l'approbation de l'anglais. Mm-hmm. C'est l'anglais au niveau du symbole, là, tu sais, parce qu'on a été conquis. Hein? On a peur de se faire juger. On a peur de se faire traiter d'intolérant. Donc, je trouve qu'à un moment donné, la souveraineté, à un moment donné, là, c'est un concept, c'est un rêve. Mais dans le réel, là, on va te carner. Ouais, mais est-ce que, par exemple, le fait d'avoir voté Carney, là, que le Québec a mis Carney au pouvoir, est-ce que c'est pas plus une multitude de facteurs qui est autre que... Je sais qu'on peut... C'est vrai que c'est complexe, qu'on pourrait faire des nuances, mais moi, ça, pourquoi, dans l'entretien avec toi, j'insiste là-dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent escamoter ça. Ça fait pas leur affaire de voir ça. Hein? Les souverainistes de papier, ça existe, c'est un problème. Mm-hmm. Parce que ça nous éloigne du réel et du pouvoir. Parce que c'est du papier, ça nous fait plaisir. On est pour la souveraineté. Bon, aussi on se plaint, puis on est victime, puis on fait donc pitié, puis les pauvres Anglais. Le problème, on a au Québec, c'est les Québécois eux-mêmes. Là. Puis en plus de ça, c'est que la souveraineté, on l'a quelque part. C'est les Québécois qui décident, qui votent, là. Je veux dire, c'est pas les autres qui nous obligent à faire ça. Si le Québec avait décidé, avait voté autrement... prends un autre exemple dont on parle pas beaucoup, mais c'est intéressant à quel point le Parti conservateur, lors de la dénonciation fédérale, a scoré. Il a été très fort, le Parti conservateur. En termes de voix. Tu parles d'Éric Duhem ou... Non, je parle au fédéral. Et ce qui montre, ce qui fait qu'ils ne sont pas effondrés, là, ouais. C'est vraiment le NPD qui s'est effondré. C'est le NPD. Dans le fond, tous les votes que Carney a eu, c'est l'effondrement du NPD et le Québec. Et c'est ça. Et les députés qui ont perdu. Et c'est à se demander si Poilievre avait été meilleur, moi je trouve qu'il a mené une campagne pourrie, peut-être que Carney ne l'aurait pas emporté à ce point-là. Parce que les conservateurs ne se sont pas effondrés. C'est vrai que tout ça peut être très, très complexe, mais la dernière campagne électorale, ça a troublé beaucoup de monde, autour de moi, qui disaient on n'en revient pas à quel point il y a des nationalistes et des souverainistes qui vont vers Carney par insécurité. J'ai donné une conférence à l'Université de Sherbrooke il y a à peu près 2 mois. Puis c'était des étudiants en maîtrise en sciences politiques. C'était très intéressant, les débats. Puis dans la période de questions qui a suivi là, ma petite conférence, c'était
c'était pas très pontifiant. Il y a plusieurs étudiants qui ont attiré l'attention sur le fait que c'était générationnel en partie. C'était des baby boomers, beaucoup, qui étaient trop épris de sécurité et de confort, puis qui avaient voté Carney au détriment des enjeux concrets qui eux les touchaient, comme le logement, comme tu sais, des choses là, dans la vie concrète de ces jeunes générations-là. Ils voyaient ça comme un phénomène de... Mais encore une fois, je reviens avec ça, mais les médias, c'est là qui fait, tant qu'à moi, la cassure entre ces générations-là, parce que les jeunes s'informent de moins en moins à la télévision, sont beaucoup plus ouverts à les podcasts, que ce soit en anglais ou en français, dont le mien, ou Yann et Frank, ou t'as raison, mais ça, puis les plus vieux, ben eux autres, ils écoutent encore les TVA, ils écoutent encore Radio-Canada, où ce qu'ils mettent, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus, ou ce qu'il n'y a pas une multitude de points de vue, tu sais. Tu as raison, les faiseurs d'opinion au Québec. Là, moi, je pense que c'est ça qui a fait énormément ça a joué, de jeu c'est vrai que ça a joué. Mais escamote pas la responsabilité des individus québécois majeurs et vaccinés qui se disent parfois souverainistes et nationalistes. Mais parlons-en d'eux autres. T'sais, toi, c'est quoi ton opinion sur... C'est quoi la culture politique du Québécois? T'sais? Parce que es-tu à jour? Ils se tiennent-tu à jour? Ils s'en occupent pas, ils veulent pas voter, ils s'en foutent. Je comprends pas ta question, excuse-moi. C'est quoi la culture politique? T'sais, est-ce qu'ils ont une culture politique? Est-ce qu'au Québec, on a une culture politique où, au contraire, on regarde ça en surface puis on fait « il me fait peur ». Moi, là-dessus, je suis très, très pragmatique. Quand je donnais des cours en sciences politiques, je sais des étudiants qui me disaient les gens, il faut qu'ils soient informés pour voter, puis ils disaient même pour devenir ministre, il faudra avoir un diplôme. Mais ils font-tu cet effort-là? Mais moi, je disais, le citoyen est souverain. Il vote. Quelle que soit la raison pour laquelle il vote, son vote compte. Il peut voter pour un candidat parce que le candidat est beau, parce que le candidat est comment je suis pas très moralisateur par rapport à ça, charismatique. C'est complexe. Il y a un tas de raisons qui font que tu vas voter ou pas pour un candidat. Mais pour venir à ta question, pour la dernière campagne électorale, ce qui est intéressant, puis toi-même tu l'as dit, ce qui a dominé, c'est le facteur Trump. C'est une campagne où on a vraiment pu identifier comme rarement un facteur principal, la crainte. La crainte, et il y avait le sauveur. Et c'est sûr que Carney, actuellement, il a beaucoup de pouvoir. Parce que c'est le sauveur. Tu sais, il a été mis là. Entre guillemets, oui. Il a été mis là, vraiment, là, on attend les... Heureusement qu'il n'est pas majoritaire. Heureusement, sinon, ce serait vraiment dangereux pour avoir pendant 4 ans quelqu'un qu'on connaît pas. Peut-être qu'il est bon, remarque. Moi, je dois dire que je donne la chance aux coureurs. Puis je suis moins dur que toi. Moi, l'entrevue qu'il y a eu avec Trump, on a senti que Trump le respectait plus. Puis Trump, quand même, c'est un businessman. C'est un gars d'affaires. Puis Carney, il a quand même une crédibilité dans ce monde-là. Ça fait qu'on l'a un peu sorti. Mais pour le reste, on va voir. Pour le Canada, c'est quand même très inquiétant dans la mesure où Trump, au fond, il fait des deals pays par pays. Hein. C'est comme, là, on commence à comprendre un peu plus, Trump, comment il fonctionne quelque part. Et le Canada, pour lui, c'est un pays spécial. Et là, en Ontario, là, l'industrie automobile, là, c'est très stressant pour cette industrie-là. Parce qu'on voit que c'est une des obsessions de Trump, ça. Que l'industrie automobile soit rapatriée aux États-Unis. Ben ouais, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit aussi, là, il a dit carrément qu'il voulait quasiment anéantir l'industrie automobile au Canada, même l'aluminium, même les métaux, fait que... En tout cas, je profite que je suis avec toi. Si tu m'amènes sur des terrains, je parle jamais de ça. Puis avec toi, je t'avoue que je me laisse beaucoup plus aller. Parce que j'ai dit sur beaucoup côté de ça, j'aurais pas dit ça, mais c'est le temps où jamais, à mon âge canonique, si je dis pas ce que je pense, pourquoi je suis avec toi. Mais moi, je trouve ça très, très dommage. Je trouve que c'est une tragédie, en fait. Puis je sais bien que ça va choquer bien des gens, là. Qu'on ait le piton collé à ce point-là, ça souveraineté. Je trouve que c'est une tragédie. Parce que ça nous éloigne du réel. Ça nous éloigne du pouvoir. On est dans le confort. Je trouve ça dommage. Il me semble qu'on est dans le Canada, on a un côté canadien. Actuellement, on n'est pas respecté dans le Canada. La culture politique canadienne est ouverte à toutes les différences de la planète, sauf la québécoise. Il peut y avoir du racisme, il peut y avoir de... Mais excuse de t'arrêter, mais parce que j'essaie vraiment de comprendre ta réflexion là-dessus, c'est que le fait qu'on est tant pris pour certains des Québécois, dans le souverainisme,
c'est qu'on se ferme la porte à d'autres options, à d'autres idées pour nous faire prospérer dans le Québec. Puis c'est quoi, on se positionne trop en victime par rapport au fédéral, où est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut bouger puis jouer avec ça. C'est qu'on travaille pas, c'est-à-dire que... Puis le fait qu'on est trop souverainiste ou trop axé sur la souveraineté, ça nous ferme la porte sur une autre vision. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qu'on n'utilise pas à l'intérieur du Canada en faveur du Québec. C'est ça que je trouve qui est une tragédie. Prends l'époque de l'accord du Lac-Meach sur la reconnaissance du Québec comme société distincte qui n'a pas marché. Bon, à l'époque, il y avait une grande partie de l'énergie du Québec qui était dans le rêve souverainiste. Si le Québec, c'est une société qui est puissante quelque part. Tu sais, on est une société, on est riche. On est rempli de potentiel. On est rempli de potentiel. Et moi, ce que je vois, c'est que le pouvoir québécois, qui est mon obsession, est affaibli parce qu'on n'est pas assez réaliste par rapport à notre situation au sein du Canada. C'est pour ça que je reviens tout le temps à la dernière élection fédérale, qui est une leçon. De dire, ben là, on est dans le Canada, la preuve, un tas de souverainistes ont voté pour Carney, là. C'est bien beau, là. D'ailleurs, ça a choqué Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis que, tu sais, prends un autre exemple. Le Bloc québécois à Ottawa. OK? Le Bloc québécois à Ottawa. Bon. Et c'est pas un parti souverainiste. C'est un parti qui défend les intérêts du Québec au sein du Canada. Mm-hmm. C'est ça, le Bloc québécois. Ils feront pas la souveraineté à Ottawa. C'est assez évident. Hein? Et je pense que ça a tout le temps été une question. Pardon? Là, ça, la légitimité du Bloc québécois à la Chambre des communes. L'utilité. Moi, je dirais, laissons faire la légitimité, mais l'utilité du Bloc québécois, je trouve qu'elle est très, très défendable. Ça se défend beaucoup. Que le Bloc québécois soit à Ottawa, tu sais. Mais de dire qu'ils sont pour la souveraineté, c'est bidon, là. Mais c'est parce qu'en même temps, je sais pas, tu sais, sur quel... Qu'est-ce qu'ils ont voulu jouer là-dedans? T'sais, on dirait qu'ils veulent faire de la politique. C'est parce qu'on est prisonnier. C'est parce qu'on est prisonnier du passé. C'est que c'est très difficile de changer ces choses-là. Je suis très conscient du fait que ce que je dis avec toi, ça va choquer bien du monde. Parce que la souveraineté, c'est comme, pour certains, c'est comme une religion. C'est comme, ils croient, puis c'est bon. Mais moi, je me dis juste, là, est-ce que beaucoup de gens croient réalistement que ça va arriver bientôt, là? Mais moi, tu sais, mettons, concernant le Bloc, moi, j'ai voté pour eux autres, mais pour être honnête, je l'ai fait plus pour qu'est-ce que le Bloc représente pour moi que pour Yves-François Blanchet. Tu sais, moi, au contraire, il me parle pas. Je trouve qu'il est beaucoup trop à gauche, tu sais, je trouve... Moi, c'est politique, ne me parle pas. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Est-ce qu'il y en a d'autres, ça a été ça, tu sais? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été déçus que le vote il est allé... soit aux conservateurs ou soit aux libéraux. C'est sûr que... Mais ton vote, c'est intéressant. Excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Le vote, c'est toujours imparfait. Ouais. On vote toujours entre deux mots, en définitive. On choisit le moins pire. C'est l'art du réel. Là. Donc, ton vote, ça justifie très bien. Bon, tu trouves qu'ils sont un peu trop à gauche à ton goût, mais comparé aux autres, tu trouvais qu'au fil d'arrivée, c'était bon de voter pour eux. Moi, ça me va. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense que la situation du Québec, on peut avoir une vision très misérabiliste du Québec de dire que les Québécois sont en voie de disparition, là, ou que le peuple québécois est très, très menacé. Puis ça peut se défendre parce que certains signes, là, l'immigration là, est freinée. Prends l'exemple, OK. Un exemple concret. Là. Ce qu'on a reproché à Justin Trudeau par rapport au Québec depuis un certain temps, c'est beaucoup le multiculturalisme sans limite, l'immigration sans limite. Puis c'était irresponsable, c'était très dangereux pour le Québec, cette affaire-là. Mais comment t'expliques le fait qu'il y a des gens, des souverainistes, qui ont voté pour Carney, qui défendent fondamentalement la même vision du Canada? Je pense qu'ils ont remplacé une face, là, tu sais. Je pense que c'est juste ça. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas une culture de la politique assez forte pour être capable de faire la différence entre les deux. Tu sais, il y en a qui ne savaient même pas que le conseiller financier de Justin Trudeau, c'était Mark Carney. Tu sais, il était là-dedans. Fait que moi, je pense qu'il y a bien des affaires que ça n'a pas été parlé ou ça n'a pas été assez dit. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça a été une élection où les gens ont voté beaucoup par instinct. Des gens que je connais, d'ailleurs, des gens intelligents, des gens très structurés, qui m'ont dit non, moi, je vais voter Carney. Parce que dans le contexte actuel, quelqu'un me dit d'ailleurs, il dit là, c'est pas le temps de rêver. Il faut être dans le réel. Quelqu'un me dit ça. On n'est pas dans le rêve, là. Ouais. On est face à Trump, là.
Tu vois l'espèce d'enjeu. Donc, c'était... En tout cas, je ne veux pas on radote là-dessus. Mais il reste que je crois que la dernière campagne électorale fédérale a été fondamentale. Ouais. Elle a révélé quelque chose de très profond. Et elle a révélé que le Québec restait canadien pour une part importante. OK, c'est ça que... si jamais tu retiens juste quelque chose dans ce que je t'ai dit là, c'est que le Québec est canadien en partie, puis le PQ n'a pas le bon peuple. C'est ça le problème. Moi, j'ai juste trouvé, puis moi aussi, je vais arrêter là-dessus, là, mais j'ai juste trouvé qu'il n'y avait pas les priorités à la bonne place. Tu sais, il y avait beaucoup plus peur de Trump que de justement de vraiment penser à c'est quoi les priorités, l'économie, la justice, le logement, l'immigration. Tout ça, ça a tout passé loin en arrière. Trump l'a emporté parce que, quelque part, à partir du moment où tu n'as pas de débat politique spécifiquement canadien, l'enjeu, c'est juste, en fait, la crainte de Trump, c'est qu'on n'a pas besoin d'être annexé. Et quelque part, on n'a plus de territoire politique qui est à nous. C'est un peu ça qui est arrivé jusqu'à un certain point. Parce que Carney, il y a le filon européen, parce que quelque part, c'est comme un Britannique un peu, Carney. Hein? Il était gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'est prestigieux, là, tu sais, quand il a invité le roi Charles III, il était en terrain connu, etc. Bon, puis c'est un mondialiste international, mais le côté spécifiquement canadien, où est-il là-dedans? Tu as raison. Puis ça confirme aussi un autre point, c'est que les libéraux sont très, très habiles, en fait. C'est comme si c'est vraiment le parti naturel du gouvernement au Canada. C'est clair, parce que si on oublie les questions identitaires puis les questions plus politiques, en matière économique, ils ont complètement adopté le programme des conservateurs. Totalement. Ouais, c'est fascinant, c'est ça. Point. Et il faut être fort. Là. C'est ça, c'est du conservatisme mou, là, un peu. Là, mais même pas sûr que ce soit si mou que ça. Ah ouais? On va voir, là. Mais en tout cas... parce que moi, je suis content, parce qu'il fallait qu'il y ait un ménage drastique là-dedans. Là. Ben c'est ça sur les dépenses. Mais c'est ça qu'on va voir. Parce que là, écoute, là, c'est la quadrature du cercle. Là. Parce que ce qu'il veut faire, il dit qu'il veut transformer l'économie canadienne de façon très importante, la façon la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1945. On est loin, excuse-moi, 100 ans. Mais puis en même temps, il y a un tas de nouvelles dépenses, mais en même temps, il veut équilibrer le budget. Tu comprends? On ne sait pas comment il va faire ça concrètement. Là. Mais c'est comme Trump. Je dirais que Carney, ce qu'il partage avec Trump, c'est que c'est un gros point d'interrogation. C'est qu'à un moment donné, on va voir. On verra. Ouais. Puis, c'était quoi la question que je voulais te poser aussi là-dessus? Tu m'amènes sur des territoires, mon gars. Mais tu couperas, parce qu'il me semble qu'on a radoté un peu. Non, tu vois qu'on radote? Non, pas en tout. Je voulais te parler de l'unicité canadienne. Parce que là, tu sais, il y a l'Alberta qui parle de séparation, la Saskatchewan aussi. Puis même les sondages sont quand même assez forts. Là. Même il y en a qui sont équivalents, même si c'est pas plus que le Québec. Fait que toi, comment tu penses qu'il va s'y prendre? C'est-à-dire, ce que tu veux? Pour réussir à avoir une unicité canadienne, c'est ça? Une unité canadienne. Ben, je dirais que, au fond, Trump prend un service au Canada. Parce que de la même façon que le Canada moderne, dans les années 1860, a été créé en réaction à une peur des États-Unis. Hein. Tu sais, les États-Unis avaient eu la guerre de sécession, puis les États-Unis étaient agressifs, puis là, ils voulaient s'attaquer aux colonies britanniques du Nord, puis c'est là que la Grande-Bretagne avait décidé de fédérer les colonies en un nouveau pays, le Canada. Le Canada, c'est ça. Au départ, le Canada, c'est une façon de résister aux États-Unis. Donc, dans ce sens-là, Trump, le danger de Trump, c'est un aspect fédérateur pour le Canada. C'est très révélateur, je reviens encore à mon affaire, que le Québec a voté pour Trump. C'est-à-dire que le côté canadien du Québec est sorti. C'est ce qui déplaît aux souverainistes. Il y a un côté... Le Canada de base, c'est le Québec, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je dirais que dans ce sens-là, l'unité est faite jusqu'à un certain point. Tu vas me parler de l'Alberta. Bon. Mais l'Alberta, je les comprends, mais en même temps, je ne crois pas une seconde qu'ils vont devenir indépendants. Je ne crois pas à ça, non. C'est pas plus que le Québec. De toute façon, regarde la géographie. Là. Ils sont en plein milieu de l'Amérique du Nord. Ils n'ont pas accès à des mers. Puis c'est important, en fait, pour une dynamique... Comment exporter leurs produits c'est ça. Par les États-Unis. Au mieux, puis là, tu vois, ils pourraient devenir un État américain. si maintenant ils voulaient quitter le Canada, peut-être que Trump les... Mais non, je crois pas. Mais cela dit, ce que je trouve un peu... plus sérieusement, ce que je trouve très dommage, en fait,
c'est que si le Québec était mieux intégré au sein du Canada, parce que le Québec est très mal intégré au sein du Canada, le Québec n'est pas bien traité au sein du Canada. Je ne voudrais pas que ce que je dis là soit vu comme que moi je chante les louanges du Canada pour aller à la ligne. Là. Vous avez un côté conquête négatif à l'égard de ce qu'on a. On est exploité, on n'est pas bien traité. Et si on était mieux intégré, c'est bien beau Charles III en Angleterre, mais il y aurait la reconnaissance du Québec comme Québec, comme facteur positif pour le Canada. Mais le problème, c'est que le Québec est dans le Canada sans y être, et puis... mais tout ça ne menace pas l'unité du Canada. Si je me mets sur le bon à ta question, je pense que le grand défenseur du Canada, c'est Donald Trump. Donald Trump, il a cimenté le Canada, là. Il l'a vraiment cimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu trouves pas tout ça, c'est de surface? Au contraire, je trouve que c'est profond. Parce que ça réveille des choses qui sont profondes. C'est pas superficiel. Ça a réveillé la raison d'être du Canada. Pourquoi Puis quand tu as invité Charles III, là, le roi d'Angleterre, ça faisait un peu bizarre, hein? En définitive. Là. Et d'ailleurs, si le Québec avait été bien intégré dans le Canada, on aurait rompu avec la monarchie britannique. Ça, c'est un symbole du fait que le Canada n'a pas atteint la maturité. Tu comprends-tu? Si, mettons, la jonction avec le Québec avait été faite de façon plus saine, spontanément, on aurait laissé la monarchie britannique. On ne l'a pas fait. On a gardé Charles III comme souverain légal. Ça peut faire un peu surréaliste, mais en même temps, ça rappelle quelque chose de profond historiquement, c'est que nous autres, on a un lien, on n'a jamais coupé le lien avec le lien symbolique, si tu veux, le lien juridique symbolique avec le Royaume-Uni. Donc, ça nous différencie des États-Unis. Moi, je crois beaucoup au passé des sociétés. Moi, je crois pas, c'est drôle, tu m'amènes sur ce territoire-là. Je pense que l'unité canadienne n'a jamais été aussi forte que maintenant. Moi, je pense qu'elle va juste s'effriter dans pas long, puis que tout ça, c'est de surface. Pourquoi ça s'effriterait? Parce que c'est fait sur la peur. Parce que c'est... C'est fort, la peur. C'est un pays, en même temps, c'est un pays qui n'a pas de maturité, qui est comme traversé par des divisions, des discussions, mais fondamentalement, moi, je ne le vois pas en danger. Pas du tout. Surtout que là, Trump, je me répète, Trump, il a rendu un grand service aux Canadiens. Spontanément, écoute, c'est tout un... Jer, je t'appelle Jérémy ou Jer? Jer. Je sais que je sais jamais. Parce que je trouve Jérémy, c'est un beau nom. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un exploit qui est arrivé, là. Le revirement de situation, là, c'est incroyable. Tu sais, les libéraux étaient usés jusqu'à la corde. C'était 10 ans qu'ils étaient là. Trudeau n'était plus capable de le voir en peinture. Puis je trouve que ces politiques ont été très négatives à l'égard du Canada. Pendant un tour de main, là, maintenant, c'est Carney qui est là. Ouais. Écoute, mais les axes étaient tous alignés pour exactement. ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une force là-dedans. Et le Canada, ça fait longtemps que le Québec n'a pas été aussi canadien, quelque part. À dire, mais Puis je parle pas, moi, je dis pas que c'est ce que je veux, moi, mais c'est ce que je constate. Ben, l'Alberta, je les comprends, quelque part, parce qu'ils sont dans l'opposition, ils sont frustrés, tout ça. Mais, quoi, c'est pas une nation différente comme le Québec, là. Je veux dire, ils ont quand même pas une dynamique nationale. Donc, c'est la vieille dynamique canadienne qui continue, auquel je suis habitué. Toi, tu es un peu jeune, tu es peut-être... c'est ça, le Canada. Le Canada, c'est qu'on chicane, puis on négocie, puis c'est un pays tout croche, quelque part, mais c'est un pays qui est pas... Moi, je ne vois pas en danger, en tout cas, en tout respect, je ne vois pas en danger. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas le choix d'avoir un gouvernement conservateur ou sinon de faire de donner des bonbons à l'Alberta parce que sinon c'est sûr et certain que le Canada va se briser. Là, en tout respect, je ne crois pas que l'Alberta va partir. Je crois que tu sous-estimes la force de l'identité. Il ne pourrait pas avoir une entente Alberta, Saskatchewan, Québec. Moi, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas plus. Il y a toujours eu historiquement des intérêts communs entre le Québec et l'Alberta. Et je trouve ça dommage qu'on n'a jamais été capable de se coordonner davantage. Mais le Québec, là-dessus aussi, peut être très enfant gâté dans le cadre du Canada. Hein. Je veux dire, tu sais, on a quand même profité beaucoup de la péréquation. Là, tu sais, bon, puis ça vient pour une part importante de l'Alberta. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Moi, j'ai toujours trouvé que le deal canadien pour le Québec, c'est qu'une exploitation identitaire, c'est nous, les Canadiens de base, on s'est fait exploiter, mais ils nous ont acheté. Ils ont acheté. Donc, on est confortable. Mais moi, si tu m'offres 5 milliards, qui est quoi, je sais pas, je pense 5% de notre PIB au Québec, moi, c'est sûr, si tu m'offres ça, 5%, 5 milliards, en échange de ma souveraineté,
Ben, garde-les ton 5 milliards. Moi, mais toi, là-dessus, tu es peut-être plus courageux que même des Québécois. Hein, non, moi, je pense juste qu'ils n'ont pas les capacités de bien comprendre ça parce qu'ils sont tellement bourrés d'informations de tout partout qui est vrai, mais qui n'a pas une pluralité de points de vue, puis qui ne va pas nécessairement, ou soit qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de regarder tous ces points de vue-là, puis d'analyser point par point pour réellement comprendre c'est quoi les enjeux. Mais ça, tu révèles ton côté intellectuel, mon cher beaucoup. C'est que, non, mais le lecteur ordinaire, il n'a pas besoin de faire ça, puis c'est pas nécessaire. Moi, je suis toujours dit ça. Ça donne qui vote pour Carney, puis qui ne savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Non, ce que je dis pas que le vote pour Carney était mauvais. C'est pas ça que je dis. Je trouve qu'il y a un côté pas authentique. C'est ça que je critique. Ouais. Ensuite, de dire souverainiste après, là, hey, wow, là, un peu plus de vérité, mon gars. Ouais. Ma fille, t'as voté Carney. Ça peut se défendre que t'as voté Carney. Peut-être que Carney, il va nous sortir du trou. Peut-être. Moi, j'écarte pas ça. Mais là, t'as retourné sur la souveraineté après, là. On repassera. Ouais. C'est ça, moi, que je dis. Ouais, c'est ça. Sur ce plan-là, parce qu'en même temps aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de points négatifs à la campagne de Poilievre aussi qui joue énormément. Moi, je trouve que les conservateurs devraient s'en débarrasser, hein, vraiment. Là. Parce que moi, j'avais de la sympathie. À part la gang à Darkford. Bon, je suis pas sûr qu'ils vont s'en débarrasser. Là. Je sais que c'est facile à dire, là, mais moi, je trouve qu'il n'a pas bien performé. Puis au Québec, en particulier, il était hargneux, puis c'est pas adapté au nouveau contexte. Ça a pris du temps avant qu'il adapte le message. Exactement. Puis en plus, à l'égard du Québec, c'est quand même un francophone, c'est un francophone hors Québec. Je trouve qu'à l'égard du Québec, il n'a pas été capable du tout de s'adresser aux Québécois puis de toucher les Québécois. Peut-être un petit peu là, quand il y a eu les débats, mais très, très peu. Moi, je trouve qu'il y a eu une mauvaise campagne. Puis je trouve que les conservateurs, le parti comme tel est plus populaire que son chef. C'est ce que Il y a eu sa chance. Moi, j'avais de la sympathie pour lui, je m'en cache pas, là, mais je trouve qu'il y a une sanction de l'échec, en tout cas. Mais cela dit, étant donné que les conservateurs ne sont pas effondrés, ils vont avoir peut-être tendance à le garder. Je sais pas ce que tu en penses. T'as-tu trouvé qu'il a bien performé, toi? Ben, je trouve qu'il s'est mis les pieds d'un plat inutilement, surtout avec comment il a traité les journalistes. T'sais, au contraire, il a exclu les journalistes de sa campagne. Fait que ça a privé plein de belles images de lui qui avait des rallyes. Ça a l'air, il y avait des rallyes de 3, 4, 5 000 places dans des places où c'est libéraux, t'sais. Fait que ça, il s'est tiré la main des pieds. Est-ce qu'il se faisait diaboliser? C'est sûr que les médias étaient beaucoup plus complaisants envers Mark Carney qu'il l'était envers Pierre Poilievre. Est-ce que ça a joué contre lui aussi? Mais ça a pris énormément de temps avant de comprendre, de réajuster son message. Ça a pris beaucoup de temps de ça. Ça lui a coûté cher aussi, comment il a traité quand il y avait le vent des voiles, pendant que Justin Trudeau était là. Il faisait beaucoup de slogans. C'était beaucoup des slogans. Ça a pris du temps à ajuster le message. Quoi d'autre aussi qu'il a fait? Ça a été son équipe. On n'a jamais vu son équipe, tu sais, les Richard Deltel, tout ça. Mais moi, je pense que ça date de quand ils ont pris le parti de Jean Charest. Fait que lui, il était que celui qui était là. Puis en plus, il a pas, en tout cas, de ce que j'ai compris, il n'a pas été voir aussi tout le marché des affaires à Toronto, tu sais, qui est plus conservateur. Moi, je résumerais ça en disant qu'il y a une envergure qui n'a pas été capable de manifester. En fait, c'était quelqu'un qui attendait que le pouvoir lui tombe dans les mains de lui-même, tenant compte de l'usure évidente du gouvernement Trudeau. Mm-hmm. Tout le monde prenait pour acquis que c'était le temps, c'était l'alternance. C'était le temps de Carney, c'était le temps des conservateurs, il n'y avait rien à faire d'extraordinaire. Mais là, le contexte a changé fondamentalement, puis il n'a pas été à la hauteur du contexte. Dans ce sens-là, je trouve qu'il n'a pas mérité de gagner. Prends l'exemple, un mini-exemple, moi, qui m'avait frappé, c'est qu'il avait toujours dit pour Radio-Canada, tu sais, il avait dit Radio-Canada, là, on va couper là-dedans, là, tu sais. Alors Carney a dit le contraire, dit que là, bon... Mais c'est pas un conflit d'intérêt, ça? Pardon? C'est pas un conflit d'intérêt? Moi, je trouve pour Carney, là, parce que les réseaux publics ont été très sympathiques à Carney. Donc. Mais revenons à Poilievre. Mais Poilievre avait dit, parce que, tu sais, au Canada anglais, Radio-Canada, c'est pas comme au
au Québec. C'est qu'au Canada anglais, c'est plus marginal parce que les gens écoutent plus la télévision américaine, souvent. Et puis, les codes d'écoute sont moins importantes, alors qu'au Québec, quand même, on peut critiquer Radio-Canada, mais c'est important pour la culture québécoise. Donc, lui avait dit, Poilievre, oui, mais ça ne sera pas la même chose pour le réseau français. Bon. Mais il n'a jamais été capable de miser là-dessus, d'expliquer ce qu'il en était. Moi, ça m'a frappé, je trouvais ça très frustrant. Des fois, je participais à des panels, tout ça, puis tout le monde disait « Ah oui, il va couper dans Radio-Canada ». Mais j'ai commencé que personne met l'accent sur le fait qu'il a dit que ça ne sera pas la même chose pour le réseau français. Pourquoi lui n'a pas été capable d'expliquer pourquoi ce ne serait pas la même chose? Pourquoi il n'a pas été capable de s'adresser Mais comme tu vois, écoute, je sais que j'ai l'air dur à l'égard de Carnet, mais moi, je trouve, en tout cas, moi, personnellement, il m'a déçu. Je m'attendais à autre chose. Poilievre, excuse-moi. Alors que Carnet, quelque part... il n'a pas fait de campagne. C'est justement ça, sa force. Il s'est tué. Tu sais, des fois en politique, là. Ouais, c'est pas bien démocratique. Non. Mon Dieu, que t'es moralisateur, mon cher Jer. T'es intellectuel et moralisateur. Non, mais je fais les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais tu sais, on rit, mais en politique, des fois, se taire, c'est une force. Et que quand tu as rencontré Trump, là, il s'est tué beaucoup. Il n'a pas beaucoup parlé. Et c'est une force, moi, je trouvais. Moi, je suis content qu'il l'ait fait puis qu'il n'ait pas... Parce que l'affaire, là, tu sais, j'en écoutais bien qu'il le critiquait, qu'il disait « Regarde, il se fait piler ses pieds, puis est-ce qu'il est mou, puis tout ça. » J'ai dit « Ouais, mais en même temps, c'est pas lui qui a le gros bout du bâton. Moi, je suis content qu'il n'ait pas embarqué dans ce jeu-là. Parce que lui, Trump, là, c'est un mégalomane, tu sais. Fait que si tu veux jouer sur l'ego, là, lui, ça marche. Tu peux pas l'emporter. Non, tu ne gagneras jamais là, contre lui demain. Surtout pas publiquement, surtout pas. Fait que... Moi, j'étais content qu'il réagisse pas, qu'il soit pas dans la réaction, puis que ça soit pas... moi, te montrer, je pisse plus loin que toi, là. T'sais, même s'il y en a qui s'attendaient ça de lui, moi, je trouve qu'il faut que tu restes diplomatique, stratégique. Il faut que tu assumes le rapport de force aussi, c'est bien beau. C'est ça. Mais dans ce sens-là, je trouve que ça n'a pas été... transcendant et extraordinaire, mais il a tiré son épingle du jeu. Je te dis, Carnet, le paradoxe, c'est que dans le contexte international puis dans le contexte de la relation avec Trump, il faut pas qu'il se prenne pour un autre, là, parce que il n'y a pas le gros bout du bâton. Ouais, mais dans le contexte... C'est juste parce que je vais te laisser y aller, mais c'est parce que tout le long de la campagne, il est comme, je vais être face à Trump, moi, vous montrer que face à Trump, je dis, tu t'es écrasé, là, ta gueule. Là, t'as raison. Mais dans un contexte canadien, heureusement qu'il est minoritaire, parce que j'aurais peur qu'on soit en face d'un petit dictateur. Parce que, ouais, parce que tu sais, il est centralisateur. C'est parce que c'est la nature humaine aussi qui est comme ça, tu sais. Tout, comment je pourrais dire ça? Tout pouvoir, quand il n'y a pas de limite, on a tendance à abuser. Or là, on lui a donné un chèque en blanc. Tu sais, on le connaissait pas vraiment. Il y a eu une espèce de mouvement vers lui, très, très, très profond. C'est valorisant, ça. Écoute, tu connais la théorie des 12 Césars, hein? Les 12 Césars, c'est les 12 empereurs romains. Puis qui ont dérapé, tu sais, par Néron, Caligula, puis il y avait le pouvoir absolu, tu sais. Donc, il n'y avait pas de limite. Puis là, tu prends quelqu'un dans la rue, n'importe qui dans la rue, là, puis tu choisis, puis tu dis, si tu lui donnes le pouvoir absolu, auquel des 12 Césars il va ressembler? Est-ce que ça va être un Caligula? Est-ce que ça va être un Néron? Donc, autrement dit, de dire que quand on te donne un pouvoir sans limite, là, le dérapage est facile. Et bon. Donc, je dis souvent à ma blonde, moi, que je dis que moi, je serais un bon dictateur. Puis elle me dit pourquoi? Parce que je le veux pas, ce pouvoir-là. J'en veux aucun. Je suis capable de reconnaître mes fautes, savoir que j'ai pas la vérité, puis de m'entourer de monde. Ben ça, c'est bon. Puis de me faire critiquer. Tu as des limites. Moi, je pense que tout pouvoir intelligent, tu es conscient des limites. Tu sais, un pouvoir absolu, c'est un fantasme de toute puissance. Puis, bon. Mais le problème de Carnet, puis je dis pas que c'est ça qui va lui arriver, mais c'est grisant pour lui. Parce qu'il n'a pas eu à rendre de compte, il n'a quasiment pas parlé. Je trouve que ça a été sa force, en fait. Hein? On a élu un CV sur 2 pattes, en définitive. Puis là, c'est le sauveur. Donc, la tentation de l'arrogance, la tentation de la toute-puissance est là, même si le contexte international, évidemment, va le ramener à l'ordre. Mais je te le rappelle, heureusement qu'il est minoritaire. Imagine si c'était majoritaire en plus. Mm-hmm. Puis imagine, je reviens avec mon obsession, si nos souverainistes de papier avaient plus voté pour le Bloc, peut-être que le Bloc aurait vraiment la balance du poids. Parce que là, il ne l'a pas vraiment à ce point-là. Hein. Ben c'est ça. Peux-tu revenir avec le Bloc? Parce que, tu sais, comment tu as perçu la stratégie de Blanchet de dire que
Corneille, c'est sûr qu'il va être élu, là, fait que nous, on est prêts à collaborer avec un gouvernement. Maintenant, le vote souverainiste, vous pouvez revenir à la maison, là, tu sais. Puis il avait fait ça juste après le vote par anticipation, je me souviens, tu sais. Puis il a beaucoup été pointé du doigt pour ça, mais... Par Paul Saint-Pierre Plamondon, entre autres, qui ne l'a pas pris. Hein? Oui, mais tu sais... Ben non, lui, c'est pas ça qu'il pointait du doigt. Lui, il disait... parce que les journalistes lui mettaient... pourquoi tu l'as pas plus supporté le Bloc québécois? Puis il disait, ouais, mais c'est parce que c'est difficile pour nous autres de supporter ça. On n'est pas dans cette idée-là, on n'est pas dans cette mais il est sorti voie-là. très tard. Entre toi et moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est sorti très tard dans son appui au Bloc. On a senti que c'était tiède. C'est ça. Puis fait que lui, il se faisait parler de ça, critiquer pour ça dans les médias. Puis là, ça a été sa réponse, c'est que nous autres, avec la position que le Bloc ont pris, qui est légitime à eux, mais nous, on n'a pas cette idéologie-là, fait qu'on peut pas aller de l'avant avec ça. On peut pas le supporter parce que ça irait en l'encontre de nos... Mais pour répondre à ta question sur Yves-François Blanchette, ouais. Je pense que c'était pas glorieux, cette déclaration-là, mais il a sauvé les meubles, puis il a bien fait de faire ça. C'était réaliste, justement. Il était dans le réel. Moi, je crois au réel. La politique, c'est le réel. Tu sais, le pouvoir, c'est réel. Là. C'est pas juste les chimères, les rêves. Là. Donc, c'était comme réaliste. Puis, au fond, il s'en est tiré assez bien. Parce qu'à un moment donné, on pouvait vraiment craindre un effondrement du bloc plus important, comme le NPD s'est effondré. Le NPD s'est carrément effondré. Donc, il a sauvé les meubles, il a assumé la réalité, mais en même temps, c'est clair que pour les souverainistes purs et durs, il a comme trahi quelque chose, ou tu comprends-tu, il n'a pas été à la hauteur de l'idéal, je sais pas trop. Mais moi, non, j'ai trouvé que c'était intelligent de faire ça. C'était vrai, d'ailleurs. C'est pourquoi c'était intelligent, parce que c'était vrai. C'est que là, c'était un moment où tout le monde prenait pour acquis que Carney l'emporterait de toute façon. Sans vouloir dire si vous êtes stressé. Il assumait l'insécurité du monde. En disant, OK, là, vous allez l'avoir, votre carnet, là. Vous allez l'avoir. Donc, mais votez pour nous aussi. Et c'était sage. Et au fil de l'arrivée, la nouvelle de l'élection, au fond, il y a eu deux nouvelles, à mon sens, c'est que Carney n'est pas majoritaire. Au départ, on pouvait penser qu'il était majoritaire. Il y avait tellement une espèce de grand mouvement, puis que les conservateurs ne se sont pas effondrés. C'est ça, les deux nouvelles élections. Puis le Bloc, je dirais, le Bloc aussi. Mais tu sais, moi, je suis pris entre le fait de, justement, tu sais, la stratégie de faire ça. Moi, je suis pas politicien, je le serai sûrement pas. Là. Fait que, tu sais, je suis pris entre le fait de, est-ce que c'était une bonne stratégie ou, au contraire, tu es un chef, tu dois monter l'exemple, c'est à toi de montrer le chemin. Hey, pourquoi que vous devez voter? Fait que donc, ça veut dire par la bande, ne pas trahir ses convictions, tu sais. Parce qu'en même temps, c'est un peu ça, là, tu sais. Moi, je le vois un peu comme un échec d'avoir réussi à parler à son monde, puis de leur avoir fait comprendre de non, Trump, il est pas prioritaire sur vos enjeux, sur l'identité. Non, je comprends, mais je te trouve enthousiasmant et idéaliste quand tu dis ça. Moi, je trouve je connais pas ça. Non, je connais ça. Arrête. Moi, je te vois vraiment, tu es un intellectuel, mon gars, et t'as des aspects, t'as des valeurs. Non, je suis content d'être avec toi pour ça, parce qu'il y a une vraie interaction. Mais moi, je pense qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et puis, quand tu es un chef politique, tu es dans la gestion du pouvoir. La politique, c'est le pouvoir, là. C'est l'encadrement de la loi de la jungle, c'est la gestion des rapports de force. C'est pas juste l'idéal. Et dans ce sens-là, ça a été une bonne attitude parce que ça a été rentable. C'est que le Bloc s'est pas effondré. Le Bloc est reconnu comme parti officiel, puis le Bloc, en fait, va avoir un rôle important à Ottawa. Donc, moi, je trouve que ça a été une bonne position parce qu'il a joué son rôle de... Moi, je suis pas tellement idéaliste dans ces choses-là. Moi, ce que je reproche... aux Québécois, Québécois, pas tout le monde, là, des Québécois, c'est que faut être dans le pouvoir. Moi, je veux pas qu'on finisse comme un groupe ethnique. C'est bien beau les chimères, les rêves, là, mais c'est dangereux, ça. Le danger pour le Québec, c'est pas de disparaître, comme dit mon ami M. Bock-Côté, c'est d'être de plus en plus considéré comme un groupe ethnique, puis d'être comme rabaissé, dévalorisé. Si tu abandonnes le pouvoir, c'est pour ça que la tragédie du Québec, ça a été... Je sais que la société distincte, ça ne fait pas sexy. Les gens veulent la nation. Hein? Il y a 8300 nations autochtones au Canada. Hein? Non, je fais des blagues, mais ce que je veux dire, c'est que la nation, c'est bien beau en théorie, là. Mais une société distincte dans la Constitution canadienne, là, ça, c'est du pouvoir. Mais on va dire c'est une gang différente. La seule définition de la société distincte, c'est une majorité francophone. Mais je comprends pas comment on peut réussir à l'avoir, ça.
en restant dans le Canada. Tu sais. Ben, il faut que tu restes dans le Canada parce que c'est par définition... Non, mais c'est parce que le pouvoir démographique, il perd de plus en plus aussi au Québec. Tu sais. Fait que on a de moins en moins de... Ben, c'est justement pour ça qu'il faudrait se faire reconnaître comme société distincte, c'est pour ça. Parce que c'est aussi... C'est pourquoi aussi, excuse-moi, parce que tu m'allumes sur mon terme. Parce que c'est le réel aussi. Moi, je crois au réel. Ouais. C'est la grande nation, puis bon, peut-être que... Mais si on l'a pas, ça, si on n'arrive pas à l'avoir, ça, c'est quoi ton autre solution? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, encore, parce que la société distincte, là, c'est incontestable que le Québec est une société distincte. C'est le réel, c'est la force du réel. Puis la seule définition, c'est une majorité francophone. Tu définis pas le reste du tout. Du tout. Tu mets ça dans la Constitution. Donc, la Constitution, c'est du pouvoir, ça. Ouais. C'est des règles juridiques qui sont interprétées par... Puis là, tu laisses le système fonctionner. Puis tu laisses les tribunaux agir. Puis tu laisses les intervenants évoquer ça. Bon. Mais pourquoi que le Canada permettrait ça, tu sais, sachant que... Parce que c'est une très bonne question. Parce que ça serait bon pour le Canada. Parce que le Québec, c'est important dans le Canada. Puis là, le Canada est menacé par Trump. C'est même beau Charles III d'Angleterre qui vient nous voir, là. Mais le Québec, c'est une force dans le Canada. La preuve, c'est que Carney tient une partie de son pouvoir des Québécois. C'est nous, la nation fondatrice du Canada. On a un côté canadien. Et le fait qu'on soit mal intégré au sein du Canada, ça nuit au Canada. Et rappelons que pour faire reconnaître ça... Il y a des constitutionnalistes sérieux qui disent qu'il suffirait d'une entente bilatérale entre Québec et Ottawa. On n'aurait pas besoin là, d'avoir l'entente de toutes les provinces. L'accord du Lac-Mich, il fallait avoir l'entente de toutes les provinces parce que c'était pas juste la société distincte. Il y avait d'autres éléments qui demandaient toutes les provinces. Il suffirait autrement dit que les Québécois focalisent sur ce qui est important, là, au lieu d'être dans le rêve. Être dans la Constitution c'est canadienne. Ça, au lieu d'être dans le rêve, puis chimère, puis bon... Mais comment l'obtenir, ça? Ben, il faudrait peut-être que le gouvernement du Québec le demande, reviennent avec ça, parce que le logo là-dessus, ils sont pas bien bons, je trouve, là-dessus, ça me déçoit, c'est que de focaliser, de dire, OK, on est dans le Canada. Quand on est dans le Canada, là, c'est vrai que on veut être une société distincte, puis c'est pas dépassé, c'est plus réel que jamais, puis ça va avoir une importance pour la loi sur la laïcité, ça va avoir une importance pour toutes nos lois, mais c'est pour ça qu'il faut accepter le Canada, quelque part. Mais c'est parce qu'à chaque fois que le gouvernement Legault a fait ces demandes-là, ça a été refusé. Ils l'ont jamais demandé. Non, mais qui font des demandes, c'est tout le temps refusé. Fait que ma question vient à, si on fait la demande et on l'a pas, c'est quoi l'autre solution qu'ils nous offrent? C'est quoi l'autre solution qu'on peut prendre? T'sais, moi, je trouve que ça revient à la souveraineté. Moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut, c'est être bon, être compétent, être résilient, ne pas lâcher prise si tu crois à ton affaire. Puis à un moment donné, ça peut marcher. Mais quand, par exemple, le gouvernement Legault va dire, mettons, on va non, mais je donne un autre exemple de demande. Comme le troisième référendum, pas lâcher prise. Non, mais référendum, là. Non, mais de toute façon, comprends-moi bien. Moi, le référendum, si tu le gagnes, j'ai rien contre. Toi, t'as peur qu'on le perde, c'est ça? Alors, c'est ça qu'on va le perdre. C'est évident, là. Ben moi, je suis pas totalement convaincu de ça. Non, en fait, je devrais pas dire ça, c'est sûr qu'on va le perdre. Il faut être rigoureux, on sait jamais. Mais sauf que je trouve pas que les astres sont alignés pour qu'on le gagne, n'en déplaise à notre Mais ça ne l'était pas pour Jacques Parizeau quand il l'a fait pour la deuxième fois, tu sais. Même au contraire, c'était pas... C'est quand que... Ben, en tout cas, il y en a qui vont s'ostiner, là, mais tu sais, il y en a bien qui vont dire aussi c'est quand que Julien est arrivé. Ce que je veux juste dire, c'est que... Bouchard, je veux dire. Tu sais... la situation du Québec, on peut l'avoir de façon très négative, mais à d'autres niveaux, c'est un petit paradis, le Québec aussi. Ouais. Puis il y a beaucoup quand même de confort, de richesse. Bon, le français n'est pas totalement disparu encore, là. Encore. Bon, donc ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut toujours descendre plus bas aussi. Là. Puis ça peut être pire. Là. Puis il y a Gaza, puis il y a les outils, puis il y a un tas de monde. Regardons le reste de la planète. Comparons-nous un peu. Là. Donc, je trouve avant de se lancer dans des aventures juste pour le trip de l'aventure, il faudrait peut-être penser aux conséquences de ça. Puis que l'enjeu n'est pas... Parce que moi, j'ai entendu des choses... Ne pas tenir un référendum, c'est le perdre. Hein? Si on ne tient pas le référendum, on le perd. Moi, je trouve que, comme absurdité, c'est difficile à battre, là. Parce qu'on prend... Là, faire un référendum, c'est le perdre. Là. Ne pas le tenir, c'est ne pas le tenir. De dire, ben là, si le référendum est battu, c'est le Québec disparaît. Wow!
Le Québec disparaîtra pas de même. Le Québec va être là encore. Là. C'est quoi? Ça va nous survivre, le Québec? C'est plus fort que ça, le Québec. Là. La souveraineté, c'est quand même un concept. Là. C'est des débats politiques. Là. Non, mais ça va être quoi, le Québec? C'est juste au Lac-Saint-Jean puis au Saguenay? Regarde comme tu dramatises. On n'est pas peut-être, mais on n'est pas rendu là. Moi, je trouve... en plus, aussi l'autre point, moi, une chose qui me frappe, mais c'est intéressant, j'aime ça discuter avec ça, c'est que dans le Canada, on a du pouvoir. Moi, ce que je prétends, c'est que si tu joues un peu le jeu canadien, tu as du pouvoir. C'est pas un système qui est totalement fermé au Québec. Puis c'est pas un système qui est juste anti-Québec. C'est pas vrai, ça. C'est que, moi, je trouve une des tragédies. Moi, la Révolution tranquille, moi, je m'en souviens, j'ai l'âge de m'en souvenir, je suis vieux, là. Au départ, c'était pas anti-Canada. L'Expo 67, en 1967, ça a été un grand succès québécois. C'était ouvert au monde. Non, c'était pas anti-canadien. Il y a eu un dérapage souverainiste. Moi, je prétends qu'il y a eu un dérapage souverainiste, puis les élites, dont tu fais partie un petit peu, mon cher, sont déconnectés du peuple. C'est que les Québécois ordinaires étaient restés plus canadiens que les élites intellectuelles et politiques ont bien voulu le voir. Hein? C'est que avant 1960, c'était pas juste une gang de colons, là, les Canadiens français, là, pendant 200 ans. Là. Hein? On les a reniés, on les a rejetés. Tu sais, le Québec a commencé en 1960. Hein? Pour les souverainistes, c'est ça. Hein, le Québec, là, puis même pas juste pour les souverainistes, c'est pour les progressistes. Hein, ça a commencé en 1960. Avant, c'était des colons. Puis on ne l'occupe pas. Ben, je m'excuse, le Québec, ça fait 400 ans que c'est là. C'est une vieille nation. Pour le départ, c'est une nation canadienne. C'est la nation canadienne de base. Tu penses que ça disparaît de même, ça? C'est que quand tu grattes, puis je trouve pas que, revenons à Carney, là, c'est ça qui est ressorti en partie. Il y a un côté canadien qui est encore là au Québec, même chez certains souverainistes. Je comprends ce que tu veux dire, mais encore une fois, je suis pas d'accord. Non, mais tu peux pas être d'accord. Non, de toute façon, moi, je suis seul à dire ça. Je suis pas tout seul, mais moi, ça me déprime un peu, là, parce que des fois, je me dis, bon, pourquoi radoter ça? Parce que je vois bien, là, les gens vont dire, ah oui, t'es contre le Québec, on est pour la souveraineté, puis c'est pas normal. Bon. Mais moi, je me dis, bon, ma société distincte, ça va pas sexer, hein. La société de 5, ça fait une petite société distincte un peu. Mais alors, je suis convaincu, moi, que ça changerait beaucoup de choses. Mais moi, c'est parce que c'est ça. En tout cas, là, on en revient tout le temps à la même affaire, là, mais c'est correct. Moi, j'aime ça, moi aussi, jaser de ça avec toi. Je veux qu'on en revienne sur le NPD. Parce que, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est totalement effondré. Là. Il y a 7 députés. Comment t'expliques ça? Tu sais, moi, la façon j'aurais tendance à dire, c'est le fait qu'ils se sont peinturés dans un coin à force de tout le temps s'associer avec les libéraux, où ils n'ont même pas pu avoir le mérite des gains qu'ils ont fait. Fait que... Je pense que tu mets le doigt sur le problème. C'est juste ce que tu dis là. C'est que c'est rarement rentable pour un parti... un tiers parti comme le NPD de se coller à ce point-là au gouvernement. C'est que de facto, depuis plusieurs années, on avait un gouvernement de coalition libérale néo-démocrate et lorsque les enjeux deviennent sérieux sur le plan politique, les gens vont avoir tendance à voter pour le vrai parti. Et dans ce cas-là, ça a été les libéraux. Ouais. Donc, mais moi, ça fait un petit moment que je trouve ça. J'ai déjà dit, moi, dans mes analyses, assez perdant, ça, de faire ça. Ouais. Ils vont payer un prix... ça a été trop long. Ça a été trop long. Puis aussi... Moi, je suis content. Puis, au fond, si on revient à Marc Carney, c'est que le gouvernement libéral de M. Trudeau est allé beaucoup trop à gauche. C'est que traditionnellement, les libéraux étaient plus de centre-gauche, les conservateurs de centre-droit. Mais depuis plusieurs années, parce que tu avais l'apport du NPD, c'est devenu un gouvernement très, très, très à gauche. Puis ça n'a pas eu de très, très bons résultats pour le Canada. Mais Trudeau était déjà très à gauche. C'est ça, exactement. Aussi, donc, ils ont volé un peu leur place, leur spot. C'est ça, c'est devenu moins modéré qu'avant. Avant, à l'époque de Mulroney, je te rappelle qu'on avait le Parti progressiste conservateur, que j'adorais, même si ça fait un peu schizophrène comme don, le progressiste conservateur. Mais pour les gens modérés comme moi, j'aime bien ça. Donc, Carney, dans ce sens-là, le fait qu'il soit libéré des néo-démocrates, bon débarras pour lui. Je sais pas ce qu'on voit. C'est qu'il peut devenir... Mais on va voir. Carney, moi, je suis pas contre Carney, cela dit. Moi, je donne la chance au coureur. Hein. Moi aussi, en passant, même si je l'aime pas, là, je vais lui laisser la chance parce que, gars, là, on est avec. On est pogné avec. Je vais analyser qu'est-ce qu'il fait de la même façon que j'analyse tout le reste, en mettant mes émotions de côté, malgré qu'il y a tout le temps le facteur humain pareil, là, mais quelle prise de conscience l'NPD va devoir faire? Oh, jamais j'étais méchant, je dirais que ça m'indiffère.
je suis pas très sympathique au NPD. Ce que je dirais, mais plus sérieusement, c'est que moi, je crois que en enracinement des sociétés, des partis, même des personnages politiques. Tu sais, les personnages politiques, ils ont 10 vies à un moment donné. Le Bloc québécois, on l'a déjà enterré. Je sais pas si tu te souviens, il était très, très à l'époque de Martine Ouellette. Là, tout le monde disait, c'est fini, le Bloc québécois, il n'y a plus rien là. Puis ça renaît de ses cendres. Donc, le NPD, une de ses forces, c'est que c'était même un vieux parti socialiste, entre guillemets. C'était le CCF avant, là, qui était dans l'Ouest. Donc, il y a quand même des racines dans l'histoire canadienne. Donc, j'aurais tendance à leur faire confiance quelque part, mais en tirant les leçons de l'épisode actuel où ils sont bien trop collés au gouvernement. Parce que le rôle du NPD, au fond, c'est d'être la mousse du coche. D'être dans l'opposition, vraiment dans l'opposition, puis de talonner un gouvernement, un parti qui est plus centriste, si tu veux. Mais je les enterrerais pas. Moi j'enterre rarement les... Prends le Bloc, par exemple. Le Bloc, c'était censé être temporaire, cette affaire-là. Mm-hmm. Hein, en attendant qu'il y ait la souveraineté. Moi, Lucien Bouchard, quand il avait fondé le Bloc, Bouchard, il avait dit que c'était vraiment temporaire, par définition, d'ailleurs. Ouais. Que si le Bloc poursuivait son élection à Ottawa, il devenait quasiment illégitime. Mm-hmm. Regarde où est-ce qu'on en est rendu, combien de temps après, là? Ça fait combien de temps de ça? Ben, c'est parce que moi, ça m'amène à te poser la question, tu sais, que là, sont 7 députés. Carney, les libéraux sont minoritaires, mais vraiment proches d'être majoritaires. Ben oui, ils ont 3 députés, je crois. Fait que le NPD, il y a la balance du pouvoir. Ouais, c'est ça. Fait que, mais est-ce qu'ils vont faire cette erreur-là qu'ils ont déjà faite dans le passé, de continuer à voter c'est très bon, c'est intéressant ce que tu dis. Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Parce qu'au fond, il y a un dilemme. Dans la mesure où ils ont la balance du pouvoir... Puis eux autres, ils ne peuvent pas se permettre de retourner en élection, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est ça l'enjeu. S'ils se collent encore trop au gouvernement, ça ne sera pas rentable. C'est un autre clou dans le cercle. C'est un clou dans le cercle. Donc, ils n'ont pas tendance ils n'ont pas intérêt à jouer l'accord total avec le gouvernement. Quant au Bloc, ben, évidemment, le Bloc va beaucoup bénéficier du fait que c'est le seul parti, c'est le seul tiers-parti, en fait, qui est reconnu officiellement. Donc, dans le fonctionnement de la Chambre, les comités, tout ça, c'est important, ça. Donc, non, le Bloc, Yves-François Blanchet a quand même sauvé les meubles pour vrai. Moi, je trouve que comme leader politique, je suis moins dur que toi, là. Je le critique pas là-dessus. Il a peut-être trahi un idéal, ton idéal, mais il reste que il s'est pas effondré. Écoute, le danger. À un moment donné, on avait l'impression que il y a eu un moment donné durant la campagne électorale, c'était surréaliste. Tu avais l'impression que le Bloc s'effondrait vraiment. Mais tu sais, moi, je tiens à dire, par exemple, que moi, je critiquais pas son choix. C'était vraiment être pris entre, c'est ça, être le chef qui montre le chemin, qui dit au monde c'est quoi vraiment les enjeux puis qu'est-ce qu'il devrait être, ou y aller stratégique. Tu sais, moi, je sais pas comment je m'y prendrais. En fait, des fois, il a dit la vérité. Pourquoi c'était fort? Parce que c'était vrai. Ouais. C'était de dire oui, on assume que vous voulez Carney, globalement. Mais là, OK, on va l'avoir, mais donne-lui pas tous les pouvoirs. Et ça, c'était sage. Parce que moi, je me répète, mais un Carney majoritaire, ça aurait été très, très... C'était pas imprudent, en tout cas. Peut-être pas dangereux, mais imprudent. OK. Hey, mais pour vrai, c'était vraiment cool. C'est déjà fini? Ben ouais. Non, c'est intéressant. Ben merci encore. Non, j'espère que j'ai pas trop dérapé. Mais là, non, c'était écœurant. Je me censure pas avec toi. Honnêtement, c'est avec toi que je me censure. Là, moi, pour vrai, j'avais d'autres questions, mais tu sais, on va garder ça pour la prochaine fois quand tu vas revenir. Ben, t'es gentil. C'est sûr que là, on a parlé au fond d'international, Trump et compagnie, puis on a parlé quand même pas mal du Québec. Mais ça, de l'élection qu'on vient de vivre. Puis merci de nous faire part de tes analyses, de tes réflexions. Puis moi, j'aime bien ça, avoir ça comme point de vue, même si je suis pas tout le temps d'accord avec toi. C'est ça qui est le fun. On ne doit pas être d'accord. Puis moi, là-dessus, c'est ce que je crois, moi, dans nos démocraties libérales. Ce qui est précieux, c'est qu'il faut accepter qu'on n'est pas en possession de toute la vérité. Moi, je dis pas que je suis pas en possession de toute la vérité, puis avec toi, des fois, je caricature un peu. Ah ouais. Puis c'est ça pourquoi, d'ailleurs... dans la réaction et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis l'un des seuls défenseurs des institutions démocratiques britanniques, parce qu'il y a eu un progrès de civilisation quand on a dit l'opposition, ça va être l'opposition officielle. Donc, autrement dit, puisque tu donnes un statut d'officiel à l'opposition, dans beaucoup de sociétés, l'opposition, c'est les gens à abattre, à mépriser, à mettre en prison. Tu dis non, il est détenteur d'une partie de la vérité,
Et peut-être qu'à un moment donné, il va me remplacer. Moi, je trouve ça, c'est ça la grandeur de la démocratie. Moi, je crois beaucoup à la dualité dans ce sens. Donc, je peux pas avoir raison. Puis j'espère que sur la souveraineté, j'espère que le Québec un jour va être souverain. Puis je vais me rallier tout de suite en bon gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai des doutes que ça arrive. T'as besoin de te rallier à la cause. Comprends-moi bien. Oui. Si le moindrement qu'il y avait un référendum qui avait des chances sérieuses de l'emporter, je me rallierais. C'est clair, ça. Moi, ça, pourquoi je n'embarque pas, c'est que je veux pas qu'on s'enfonce encore plus. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça ma position. Ça, c'est là. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci Christian encore. Dufault, politologue, auteur de ses livres, Le défi québécois, plus que jamais la liberté. Un énorme merci d'être venu ça me sur fait plaisir. le podcast. Salut à tout le monde qui va écouter le podcast. Puis je tiens à dire encore une fois un gros merci à notre commanditaire qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui donnent encore une fois un bon sac de café de la poche du WhatsApp Podcast que vous pouvez vous procurer au procafetière.ca. Fait qu'encore une fois, un énorme merci. Si on veut te lire, si on veut t'écouter, t'es pas mal avec le panel de Patrice Roy. OK, ben, je suis content que tu dises ça. C'est qu'il y a le panel de Patrice Roy que je fais ce soir, le mercredi. D'autres fois, je le fais en semaine. Puis aussi, il y a eu Radio X avec Montréal Live que je faisais le lundi toutes les semaines. Et un élément nouveau, je suis censé faire cet été avec Denis Lévesque. Au 98.5, Denis Lévesque va remplacer Nathalie Normando puis Luc Ferrandez le midi. Oh, il m'a demandé, c'est ça, c'est sorti il y a 2 jours pour l'été. Puis Denis m'a demandé si je n'étais pas intéressé à être chroniqueur avec lui cet été 3 jours par semaine. Donc moi, je suis content parce que Denis, j'avais fait des choses à l'époque qui étaient à LCN, qui était à Denis Lévesque, justement. Ah oui, il avait parti genre son propre podcast de 9 millions. Donc c'est ça mon nouveau, mon actualité, c'est que donc ça commencerait, je pense ça, le 24 juin, là, c'est jusqu'en août, au 88.5. Félicitations. Ça va être le fun. Non, ben c'est cool. Merci beaucoup, Christian Dufault. Puis merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.